On y est. On est sur live. On y est. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers collègues. Avant de commencer cette séance, je vais vous faire part des pouvoirs. Alors, on a un poil de défection, mais j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Hein, c'est la fin de l'année, c'est un mandat un peu compliqué. On a des gens qui sont Covid, des gens qui sont malades, des gens qui sont blessés. Donc Philippe Bourdereau donne pouvoir à Elisabeth Barge. Monsieur Grégory Chambon ne sera pas présent mais n'a pas de pouvoir. Madame Babian-Lermé donne pouvoir à Monsieur Bruno Bonjean. Michel Laurent donne pouvoir à Christelle Théière. Alain Vénuin donne pouvoir à Isabelle Golinet. Bernard Planche qui est notre Covid et Bernard qui est lui grippé. Michel qui est blessé. Donc Bernard Planche donne pouvoir à Marie-Estelle Cepero et Raymond Grosjean donne pouvoir à Valérie Nanar. Martine Joly, qui est hospitalisée, donne pouvoir à François Senpa. Nous allons donc désigner un secrétaire de séance, c'est mon cher Pierre-Alexandre, qui est le plus jeune de cette belle assemblée. Et c'est toi qui aura le privilège d'être le secrétaire de séance. Avant de démarrer ce conseil, mes chers collègues, je voudrais faire avec vous alors j'allais dire un petit point, mais ces derniers conseils de cette année, vous avez vu traditionnellement, et on a respecté la tradition, pour le dernier conseil, eh bien il y aura un petit pot pour célébrer ces fêtes de Noël, et Dieu sait qu'on en a grandement besoin de ces fêtes de Noël et de rentrer dans les festivités, enfin de rentrer de plein pied dans les festivités de Noël, puisque pour Bellerive, on est rentré dans ces festivités il y a déjà 15 jours, avec le repas des aînés, qui est le temps numéro 1 des festivités bellerivoises. Ça, c'est pour nos aînés. Pour nos sportifs, on avait la semaine dernière la corrida qui a réuni un grand nombre de sportifs. J'ai pas sous le contrôle de Ghislaine, qui a été une cheville ouvrière avec Michel Laurent de cette corrida. Il y avait un peu plus de 400 sportifs qui sont venus. C'était le double. C'était le double de l'année dernière, je crois. Donc une très belle réussite. Donc ça, c'est pour nos amis sportifs. Et puis le troisième temps, et certainement le temps le plus fort de ces festivités de Noël à destination là pour le compte des familles, eh bien, c'est à partir de demain, le village de Noël qui va démarrer demain après-midi et pendant 3 jours, eh bien, nous allons vivre au rythme des festivités de Noël avec une parade, alors malheureusement qui se fera le dimanche à 17h, mais à 17h, il y a un gros événement, mais je suis sûr qu'on aura plein de gens qui ne sont pas forcément des amateurs de football et qui auront beaucoup de plaisir à venir suivre la parade bellerivoise. À un moment, on avait essayé de demander à la FIFA de décaler pour rien nous cacher, mais indiscutablement, on ne nous a pas véritablement entendu. Plus sérieusement, je me faisais cette réflexion avant de venir à notre conseil. Je me disais, quel début de mandat. Quel début de mandat. 2020, crise sanitaire. Je vous rappelle que nous avons été mis en place le 17 mars, le 18 mars, nous étions en confinement, avec tout ce que ça allait engendrer. En 2021, nous vivons encore au rythme de la crise Covid. En 2022, une guerre éclate aux portes de l'Europe, qui engendre une crise économique majeure avec un retour de l'inflation juste complètement extraordinaire. Et par-dessus le marché, si on n'en avait pas assez, en 2022, sur notre communauté d'agglomération, le 4 juin, il ne manquait que ça, il fallait bien une catastrophe naturelle pour agrémenter. Moi, je voudrais ce soir rendre un hommage tout particulier à nos collectivités dans une période aussi compliquée, et bien évidemment, quand je pense aux collectivités, je pense aux agents des collectivités en premier lieu. Depuis 3 ans, c'est compliqué, c'est difficile, mais les collectivités territoriales tiennent, les collectivités territoriales sont à la barre, et ma foi, c'est pour le plus grand bien de tout le monde. Bien évidemment, dans cette pensée, j'ai aussi une pensée pour les élus qui continuent inlassablement à travailler, malgré un contexte compliqué, à travailler à l'élaboration des projets, à travailler notamment aux animations aussi dans cette ville, dans des conditions, il faut bien qu'on se le dise, qui sont extrêmes. J'ai échangé tout à l'heure avec Isabelle, elle va nous en dire un mot, notamment derrière la crise ukrainienne et la crise économique, on a une crise énergétique aussi,
Et je pense en premier lieu à l'électricité. La bonne nouvelle, c'est que l'effort collectif paye, puisque aujourd'hui, la consommation électrique a baissé dans les entreprises et dans les foyers. On est aux alentours, on sera vraisemblablement autour de 7%, avec un espoir d'arriver à 10%. Mais en tous les cas, les Français ont un comportement exemplaire sur le sujet. Vous le savez, il n'est pas exclu que nous puissions avoir des coupures. Et justement, Isabelle, je vais lui laisser la parole, vient du SDIS, puisque j'aime beaucoup cette formule du général de Gaulle qui disait « gouverner, c'est prévoir et c'est aussi anticiper ». Et l'autre département, là aussi, grâce au SDIS, est à la manœuvre et est en train d'anticiper d'éventuelles coupures. Pas dit qu'il y en ait, mais en tous les cas, les choses se préparent. Oui, donc cet après-midi, j'étais au conseil d'administration du SDIS et le colonel Sansa, qui est directeur du SDIS, nous a informé que lundi, ils avaient eu une réunion avec les services de l'État, donc avec les services de la préfecture, pour nous dire que de toute façon, s'il y avait des coupures de courant, les pompiers seraient nommés, dans chaque caserne, il y aurait des pompiers qui seraient présents pour pallier à d'éventuelles coupures générales de téléphone pour que les habitants puissent aller taper directement à la caserne pour pouvoir avoir du secours. Parce que les casernes ne seront pas isolées, auront toujours du téléphone parce qu'ils ont acheté des groupes électrogènes, ils ont acheté 45 groupes électrogènes pour pouvoir pallier aux défaillances techniques des casernes. Donc toutes les casernes du département sont équipées de groupes électrogènes et il y aura des pompiers déployés qui resteront dans les casernes dans ces moments-là pour pouvoir porter d'éventuels secours si les habitants en ont besoin. Donc je pense que c'est une belle preuve de civisme et puis on connaît le dévouement des pompiers, c'est plus à faire, quoi. Voilà. Merci Isabelle, effectivement les pompiers qui étaient déjà sur le pont le 4 juin et là aussi qui nous assurent une sécurité extraordinaire quand on s'interroge par rapport aux gens qui sont sous respirateur. Là aussi on aura des solutions à travers les casernes, ce qui veut dire que on s'organise, on se prépare, on s'organise en espérant qu'on n'ait pas besoin de l'utiliser, mais en tous les cas on est prêt. Et on est prêt aussi dans les collectivités puisque on devrait être informé 3 jours avant d'éventuelles coupures et moi, j'ai souhaité qu'il y ait un comité de pilotage qui se mette en place pour regarder comment nous allions communiquer auprès de nos administrés pour les informer de tout ça. Et juste rajouter, ils ont conseillé aussi aux élus des communes de pouvoir prévenir les entreprises et ce serait bien que les entreprises fassent des essais de coupure de courant pour voir comment ils peuvent réagir par rapport à ça, pour pallier à d'éventuelles difficultés. Très bien. Malgré tout, et dans un contexte difficile, il se passe des choses extraordinaires dans notre commune, et notamment en matière de solidarité. Je voudrais saluer 2 manifestations majeures qui se sont faites et une qui va se faire. La première, c'est Orange Day, qui a été pilotée et organisée par notre CCAS et sous la baguette de Frédéric Després. Orange Day, c'est tout simplement une prise de conscience sur la violence faite aux femmes. 700 visiteurs, 700 spectateurs qui sont venus voir le film au Geyser pendant 3 jours et notamment beaucoup de jeunes gens. Je sais que notamment on a participé avec mon ami Nicolas Rey à des interviews au Pôle Lardy avec les jeunes élèves journalistes et c'est un sujet qui est très largement qui est revenu et on a pu échanger là-dessus. En tous les cas, c'est un sujet qui a beaucoup marqué, en tous les cas, sur ces sujets-là comme beaucoup d'autres. Le plus important, c'est la prise de conscience et à travers des opérations comme celle-ci, ça nous permet de prendre conscience. La deuxième, c'est le projet RED de Gosse. Le projet RED de Gosse, j'en avais un petit peu parlé lors du dernier conseil. Je vous le rappelle que ce projet, c'est en tous les cas, pour l'objectif de la collectivité, faciliter l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les structures républicaines et notamment, je pense, aux écoles. L'objectif, on réunit des enfants ordinaires et des enfants extraordinaires, un enfant en situation de handicap avec un enfant de nos écoles. On a aujourd'hui 70 binômes qui sont formés et qui, pendant 1 an, vont suivre un projet pédagogique. Et au terme de ce travail d'1 an, eh bien, l'armada Rêve de Gosse va débarquer dans notre communauté d'agglomération. Rêve de Gosse, c'est 9 étapes en France, 9 étapes de pilote avec 2 transats de l'armée de l'air pour justement permettre de faire des baptêmes de l'air, et même aux enfants qui seront en situation de handicap lourd, avec des fauteuils notamment.
Le projet est sous le patronage de l'Élysée et l'ensemble du dispositif sera présenté à l'Assemblée nationale. Mon cher Nicolas, tu auras le privilège de découvrir la totalité du projet Rêve de gosse à l'Assemblée nationale. Il y aura un stand Rêve de gosse sur le village de Noël. Donc je vous invite, là aussi, porté par le CCAS, puisque avec l'atelier couture, tous les bénéfices des choses qui seront vendues à l'occasion du village de Noël, eh bien, viendront abonder le comité de soutien qui organise cet événement. On a créé un comité de soutien, Michel Laurent en est le président. Il y a bien évidemment tout un groupe d'élus qui est complètement impliqué dans cette affaire, et bien évidemment avec les services de la collectivité. Mes chers collègues, j'ai tenu à ce que vous ayez ce document qui nous a été distribué en communauté d'agglomération cette semaine, le fameux projet Agir 2035. Si des fois on s'interroge, je sais que ça peut être une interrogation parfois dans l'esprit des élus, sur l'utilité des communautés d'agglomération et sur l'action des communautés d'agglomération, eh bien là on a la Bible d'un projet territorial à l'horizon 2035. Notre territoire aujourd'hui regorge de milliers de richesses qu'il nous faut valoriser. C'est dans le message d'introduction du président Frédéric Aguilera. Et pour les valoriser, eh bien, il a fallu que nous travaillions sur ce projet de territoire. Alors il y a eu un travail en concertation avec l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération pour mettre en place ce projet de territoire. Mais le président a souhaité aussi associer les populations et il y a eu notamment des webinaires avec le Printemps des idées, des boîtes à idées où les gens pouvaient nous faire part de leurs constats, de ce qui se passe sur notre territoire, mais aussi des propositions. Ce projet Agir 2035, vous le verrez, c'est un document extrêmement intéressant, s'appuie sur 4 piliers majeurs: accroître notre attractivité territoriale, et vous allez voir que sur le sujet, on va en aborder un certain nombre, notamment, je pense, aux mobilités. On va parler du CNO dans ce conseil municipal, mais c'est aussi le train, c'est aussi les réseaux numériques, le développement des réseaux numériques. Vous savez qu'aujourd'hui, sur nos territoires, avec les modifications que la crise sanitaire a engendrées entre 2020 et 2021, les populations bougent, quittent les grandes métropoles, viennent s'installer sur nos territoires. Pour beaucoup, pour venir télétravailler, eh bien, les réseaux, là aussi, sont particulièrement importants. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur dans ce pilier accroître notre territoire territorial, c'est la vie des étudiants, puisque je suis en charge de l'enseignement supérieur dans notre communauté d'agglomération. Rappelez que là aussi, nos indicateurs sont extrêmement bons, puisque le président de l'agglomération nous avait donné un objectif de 3000 étudiants à l'horizon 2026, et vous avez vu comme moi les affiches fleurir dans la communauté d'agglomération. Nous avons 3000 étudiants en 2023. Ça veut dire que la dynamique est très bonne en ce qui concerne le développement universitaire dans notre agglomération. Je vous rappelle que nous sommes le premier site universitaire après Clermont-Ferrand de l'Aix-Auvergne, et très loin devant d'autres territoires, Le Puy, Aurillac, Moulins, Montluçon. Il ne faudra jamais oublier, et c'est important, que les étudiants d'aujourd'hui, ce sont les futurs salariés de nos territoires. Et donc plus nos territoires universitaires sont développés, et plus nos territoires se développent ensuite sur le plan économique. Le deuxième pilier, c'est garantir une meilleure qualité de vie pour tous. Là aussi, un sujet directement tiré de ce pilier, l'alimentation territoriale, c'est un sujet que nous allons aborder au sein de ce conseil municipal. Innover pour accélérer la lutte contre les changements climatiques, un territoire qui a une ambition de territoire à énergie positive. Vous le voyez, hein, les véhicules électriques, la ville de Belleville a commencé à s'équiper en véhicules électriques notamment, et puis bien évidemment tout ce qui va concerner les parcs, l'éolien, les panneaux photovoltaïques, même si notre parc de panneaux photovoltaïques a été mis à mal sur la communauté d'agglomération avec la grève du 4 juin. En tous les cas, ça fait partie des choses qu'il faut développer, qui se développent à grands pas dans notre agglomération. Et puis enfin, le dernier, et pas des moindres, reconquérir nos cœurs de bourg et nos cœurs de ville autour de ces 3 piliers fondamentaux: l'attractivité des centres-villes, le commerce et l'habitat. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces dispositifs accompagnés par notre agglomération et aussi notre département, puisque le département participe grandement à ce projet avec un accompagnement majeur,
Eh bien, on le voit bien concrètement dans nos territoires. Si je prends l'exemple de cette dynamique dans notre commune, ben vous le voyez comme moi, il n'y a plus un commerce de vide dans Bellerive, à tel point que nous sommes obligés de créer des commerces, et je pense notamment au projet Cœur de Ville, Cœur de Bourg pour la Villa des Magnolias, où on a le projet de créer une surface commerciale pour accueillir des commerçants, et ce qu'on appelle aujourd'hui incuber les commerçants. Donc vous le voyez, ce projet Agir 2035 est ambitieux, c'est un projet de territoire et d'accompagnement du développement territorial. En tous les cas, le début est prometteur, puisque dans tous les sujets dont je viens de parler, on voit que les choses évoluent, les choses avancent, et je ne doute pas que nous serons bien évidemment à l'objectif de notre projet de territoire à l'horizon 2035. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions sur le sujet Agir 2035, je peux tenter d'y répondre. Pas de questions particulières? Allez, je vous propose de rentrer dans le vif de notre conseil municipal par l'approbation du procès-verbal du conseil du 22 septembre 2022. Est-ce que vous avez des questions, suggestions, interrogations par rapport à ce procès-verbal? Pas de questions, je vous remercie. Question numéro 1, les décisions du maire. Vous indiquez une chose, c'est que la décision numéro 2022-039 qui concernait une préemption d'une parcelle à la Font-Saint-Georges a été annulée puisque nous n'allons pas préempter la dite maison. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions? J'avais une petite question, vous avez répondu partiellement, c'était sur cette décision justement, mais du coup vous pouvez peut-être quand même y répondre. Moi je voulais juste connaître le bien fondé de cette préemption, s'il y avait un motif particulier à préempter dans ce secteur. Il y avait bien sûr un motif particulier puisque nous étions dans la logique de porter le projet Briandais 2. Et dans les zones d'aménagement concertées, il faut une entrée et une sortie. On a fait le Briandais 1 avec une raquette de retournement et on avait dit aux habitants, bien évidemment, soyez patients puisqu'il y aura un Briandais 2 et dans ce Briandais 2, il y aura une sortie. Alors il se trouve qu'il y a plusieurs raisons. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a appris la vente de ce bien, les services m'ont interpellé sur le sujet en se disant bah, tiens, on a peut-être une belle opportunité de pouvoir créer, pourquoi pas, la sortie de notre Briandais 1 et de notre Briandais 2. Sauf que quand on y regarde de plus près, il y a deux éléments qui ont modifié cette décision. La première, c'est que les voiries n'étaient pas forcément très adaptées à des flux de véhicules qu'on allait renvoyer sur la Font-Saint-Georges. Et la deuxième, elle est surtout et aussi économique, puisque le coût de cette acquisition était de 130 000 €. Et vous verrez tout à l'heure, on va en parler dans les décisions modificatives, et notamment sur l'exercice budgétaire 2022. Comment vous dire? Il faut qu'on soit prudent en matière de dépenses. Et aujourd'hui, ces deux éléments, et notamment cette prudence, nous a amené à ne pas nous engager dans l'immédiat là-dedans, mais ça veut dire qu'il faudra que de toute façon, nous trouvions une solution de sortie pour engager le projet du Briandais 2, puisque là, vous avez compris qu'à travers ce que je vous expliquais, et je l'ai largement dit dans ce conseil municipal, vous le savez, en partie grâce à notre projet ambitieux d'agglomération et dans une agglomération extrêmement dynamique, nous avons de plus en plus d'habitants. Vous voyez comme moi le prix du marché de l'immobilier qui est aujourd'hui très tendu. Les agents immobiliers me disent sur Bellerive, on ne trouve quasiment plus d'habitation. Donc j'ai un objectif de 10 000 habitants. Vous voyez qu'à un moment, il va falloir que nous fassions pousser des projets pour que nous puissions loger toutes celles et ceux, et j'en suis bien évidemment le premier avis, qui viennent s'installer dans notre territoire. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces décisions? Pas d'autres questions, j'avais juste peut-être, vous l'avez vu, la 2022-33 mission de restauration des douves. Eh bien oui, un malheur n'arrive jamais seul. Une partie s'était écroulée dans dans le mandat 2014-2020. Et dans la difficulté ambiante, on aurait pu se préserver de ça. Ben, il y a une deuxième partie qui s'est écroulée et qu'il va falloir que nous réparions. Et donc c'est la maîtrise d'œuvre qui a été engagée avec M. Barnichon pour travailler sur ce projet. Peut-être aussi une information particulière sur la modification de la régie recettes, culture, loisirs et services à la population.
avec la possibilité pour nos administrés de pouvoir payer tous ces services-là, avec les passes culture sport de la communauté d'agglomération, le pass région et le pass culture, du ministère de la Culture. Pardon. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, je suis le premier, je le disais quand j'étais dans l'opposition, je le dis aussi dans la majorité, il n'y a pas de raison. Je regrette, moi, mais ça c'est malheureusement parfois l'aberration des marchés publics, que nous soyons obligés d'envoyer nos impressions d'affiches, de banderoles et de kakémonos dans le 06. Mais malheureusement c'est comme ça, et quand on nous explique à longueur de journée qu'il faut opter pour les circuits courts, ben là on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément dans la logique du circuit court, et je peux bien évidemment par rapport à ça comprendre aussi l'interrogation de nos acteurs économiques locaux qui travaillent dans nos territoires, qui ont des salariés, qui payent leurs taxes dans nos territoires et qui voient du business, comme on dit, s'en aller bien loin de chez nous. Pas d'autres questions, interrogations sur ces décisions? Je vous remercie. Eh bien je vous propose qu'on commence par... On va rentrer là pour le compte dans le vif du sujet, mais les décisions modificatives, vous êtes habitués en conseil municipal à Belgique, puisque nous en faisons assez souvent. Avant de donner la parole à Nicolas, qui va nous présenter dans le détail ces décisions modificatives, je voudrais intervenir sur 2-3 sujets. Un, le premier, c'est que nous avons un résultat entre engagement et mandatement de 80%, ce qui est plutôt un bon résultat, mais vous le savez que je ne suis pas forcément attaché à ce chiffre, puisque moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'utiliser à bon escient l'argent public. Je m'explique. Aujourd'hui, on a pu être très agile parce que CDM nous ont permis, à un moment où nous ne pouvions pas porter nos grands projets comme on le voudrait, puisque, vous le savez, je vous ai alerté plusieurs fois en conseil municipal, et notamment, moi, je me félicite que ces conseils municipaux soient filmés, puisqu'on en a parlé notamment sur un des gros projets de notre mandat, la Maison des associations. Je vous avais interpellé sur les risques de dérapage. Nous étions au conseil municipal du 14 juin, 42e minute de la vidéo. Je vous avais interpellé sur ces risques avec des dérapages de 20 à 30%, et j'avais demandé au conseil municipal son avis sur est-ce que nous allons jusqu'à ces dépenses ou est-ce que nous faisons comme l'ensemble des Français dans de telles situations, on opte pour le bon sens et on se dit il faudra attendre des jours meilleurs. Il n'y avait pas eu de réaction au conseil, nous étions plutôt assez d'accord sur le dispositif. C'est ce qui nous amène, alors là on a de la chance sur ces projets pluriannuels de la Maison des associations et de Cœur de Ville, Cœur de Bourg, eh bien de pouvoir décaler puisqu'on est sur des plans à 3 ans et en se disant qu'on va attendre des jours meilleurs. Comme je le dis sur la Maison des associations, avec un bémol sur la Maison des associations, puisque on a dans le projet un dispositif d'économie d'énergie, de refaire les façades, les huisseries qui nous permettraient de faire des économies d'énergie. Mais comme je vous l'avais dit le 14 juin, au moment où on sera à la décision de savoir si on fait les travaux ou pas, il faudra analyser tout ça, puisque d'un autre côté, on peut accepter un dérapage en matière énergétique, puisque de l'autre côté, ça nous permettra de faire des économies énergétiques. Et Dieu sait que les économies énergétiques vont devenir un leitmotiv, sont déjà un leitmotiv en 2022, mais vont l'être encore plus en 2023. Les grands projets aussi ont du mal à se mettre en place dans notre territoire. Et là, pour le compte, c'est lié à un contexte purement territorial, puisque je pense notamment à Cœur de Ville, Cœur de Bourg, où nous avions souhaité mettre en place l'aménagement de ce fameux commerce et les travaux d'aménagement de ce fameux commerce. Malheureusement, nos entreprises aujourd'hui sont beaucoup sollicitées sur la rénovation des habitations de nos sinistrés. Et je crois que là aussi, on est assez prudent à ne pas mettre trop de pression sur les entreprises pour faire en sorte que priorité soit donnée à nos administrés, notamment, je pense à celles et ceux qui n'ont plus de toit sur leur maison et qui aujourd'hui sont en train de chauffer les étoiles. Ça nous a permis en l'occurrence, et vous allez le voir sur cette DM, de se dire, et c'est ce qui a été demandé au service, 2022, sur cette partie-là, on va se concentrer sur l'achat des matériels, notamment pour 2023. Et vous allez voir qu'on a acheté beaucoup de matériel, notamment je pense aux espaces verts, où on a acheté du matériel qu'on appellera à énergie positive, qui consomme beaucoup moins, parce que là aussi, il faut qu'on soit vigilant sur la dépense de l'énergie. On a fait cette même démarche en matière de culture avec le GESER, où on avait prévu d'acheter un certain nombre de projecteurs
sur une durée un peu longue. On a beaucoup raccourci la durée. Je regarde le sourire de Marie-Estelle, puisqu'on est à 25 000 euros de dépenses en ce qui concerne les projecteurs, où on va acheter des projecteurs LED, là aussi, qui nous permettront de moins consommer d'énergie. Tout cet exercice-là, pourquoi? Pour qu'au moment où nous allons lancer nos grands travaux, eh bien, nous ne soyons plus perturbés par des achats de matériel, et notamment qui pourraient freiner l'accélération de ces grands travaux. Je me félicite, dans une période là aussi compliquée, c'était une très bonne idée de Nicolas qui organise les finances de la collectivité, puisque nous ne pouvions pas mettre l'argent que nous aurions souhaité sur les grands projets. Eh bien, nous allons désendetter la commune, et notamment, je pense, au Château du Beau. Nous allons mettre une somme d'argent conséquente pour le désendettement de la commune. Donc, vous voyez, au fond, encore une fois, une DM d'agilité. On ne peut pas porter des grands projets. On achète du matériel en priorité sur ces années et on se concentrera demain sur nos grands projets. Et puis, ben, comme l'opportunité se fait aujourd'hui, eh bien, on en profite pour désendetter la commune. Mon cher Nicolas, je te laisse la parole. Oui, mes chers collègues, donc la dernière DM de l'année qui vise, comme vient de l'indiquer Monsieur le maire, à ajuster notre budget, sachant que cet ajustement est extrêmement limité par rapport au volume de notre budget, puisque nous allons ajuster le fonctionnement à hauteur de 172 000 euros, compte tenu de notre budget de 8 millions d'euros de fonctionnement. Et cette décision modificative nous permet d'adapter nos crédits par rapport aux évolutions qui ont pu intervenir au cours des derniers mois. Sur le fonctionnement, donc, si on prend la DM au niveau du fonctionnement, nous prévoyons d'augmenter le chapitre 011 de 52 000 euros pour couvrir nos besoins d'énergie, évidemment, ce n'est pas une surprise, notamment d'électricité. Donc on doit abonder cette ligne de 52 000 euros. Sur le fonctionnement, j'y reviendrai après, bon, 20 000 euros, ce sont des opérations d'amortissement que nous devons prévoir, que nous devons ajuster. En recettes, les 7 000 euros, c'est également des ajustements comptables d'amortissement. On augmente nos dotations de l'État, c'est un ajustement de 38 000 euros. On avait été un peu prudent, donc on est certain de ces dotations, donc on augmente de 38 000 euros nos dotations de l'État. On augmente aussi nos revenus de loyer, qui ont été réajustés par les services, puisqu'on a notamment le loyer de 2D et aussi le COSEC a été loué pour des manifestations. Et enfin et surtout, donc 100 000 euros de recettes d'indemnité grêle par rapport au sinistre de la grêle que nous avons perçu. Et pour terminer sur le fonctionnement, ces 100 000 euros, nous les rebasculons par le virement à la section d'investissement. Donc voilà en grande ligne donc notre DM au niveau du fonctionnement, donc une augmentation des dépenses d'énergie et un ajustement de nos recettes. Je vous propose de passer à la section d'investissement. Quelques chiffres. En dépenses, on augmente légèrement le reversement de taxes d'aménagement. On diminue nos dépenses imprévues puisque maintenant nous savons, nous pouvons, je dirais, disons, cibler nos dépenses et donc les réaffecter sur les différentes lignes. Au niveau du chapitre 20, c'est-à-dire les études, on a augmenté ce chapitre de 17 000 euros pour différentes études, donc l'étude rue du Golfe et l'étude des Douves essentiellement. Nous augmentons le chapitre 204 qui sont les subventions d'équipement, le maire l'a expliqué, de 150 000 euros. Cette subvention viendra équilibrer la section de fonctionnement du budget annexe des Jardins du Beau qui, comme vous le savez, connaît un déficit important. Donc on en avait discuté effectivement, puisqu'en plus il y a des nouveaux travaux pour les rénovations de douves depuis les dernières péripéties. Donc on a fait ce choix d'améliorer la situation financière de ce budget annexe. Le chapitre 21, le maire l'a expliqué, donc on augmente le chapitre 21 qui sont les acquisitions de biens de 200 000 euros. Donc différents, alors c'est des plus et des moins sur ce chapitre, mais différents équipements. Pour les espaces verts, 41 000 euros. Pour les lumières au geyser, 25 000 euros.
La vidéoprotection des berges, 15 000 euros. Les écoles numériques et mobilier, 11 000 euros. Sachant qu'effectivement, on avait prévu des crédits d'acquisition foncière de 130 000 euros, mais que nous ne ferons pas. Donc les crédits avaient été mis en commission, on n'a pas voulu changer entre le conseil et la commission, donc bon, ces crédits ne seront pas consommés. Voilà pour le chapitre 21. Le chapitre 23, on est sur une diminution de 52 000 euros d'ajustement, puisque, alors il y a des plus et des moins également sur ce chapitre 23 de travaux. On a dû rénover remplacer la chaudière Burlot qui a eu des difficultés, donc pour 86 000 euros. L'aire du jeu des châteaux du Beau aussi 30 000 euros. Des éléments au niveau de l'école Varenne 12 000 euros. Et à contrario, trois annulations. Les chemins de randonnée 40 000 euros parce que c'est une opération qui va finalement être portée par l'agglomération. Les travaux de l'église, on en avait prévu, mais après une expertise, il n'a pas été utile de les faire dès maintenant. Et puis les vestiaires Mayotte qu'on doit reporter l'année prochaine pour les raisons que vous a expliquées, monsieur le maire. Enfin, donc les deux programmes pluriannuels Maison des associations et Centre-Ville Centre-Bourg. Donc on réajuste ces programmes compte tenu effectivement des difficultés que l'on a rencontrées à la fois par rapport au dérapage de prix, par rapport aussi aux difficultés des entreprises pour y répondre et pour trouver aussi des maîtres d'œuvre. Donc on doit ajuster pour 50 000 euros la maison des associations et 170 000 euros pour le centre-ville Centre-Bourg. Voilà, et en ce qui concerne les recettes d'investissement, on ajuste nos subventions d'investissement. Donc c'est un plus de 24 000 euros. Notamment, on perçoit des subventions au titre de la vidéosurveillance. Voilà, on retrouve le virement de la section d'investissement, comme je vous l'ai expliqué, suite à la recette d'assurance. Et enfin, on réduit les produits de cession. On avait prévu de céder un bien, l'immeuble Jean Jaurès, qui ne se fera pas cette année. Donc pour une meilleure sincérité de nos prévisions, donc nous faisons tous ces ajustements, mais qui sont, comme je l'ai indiqué, quand même, on est sur en investissement 15 000 euros de mouvements globaux, donc sur nos 6 millions d'investissements, donc on est quand même à la marge. Et puis je terminerai sur le jardin du Beau. Le budget annexe aussi fera l'objet d'une décision modificative que l'on vous propose. Pour le fonctionnement, c'est la même chose, on ajuste les fluides à hauteur de 25 000 euros, donc plus en dépenses, mais plus en recettes puisqu'on les refacture à notre restaurateur. Et en investissement, eh bien, nous ajustons nos prévisions de dépenses suite aux travaux des douves et on prévoit la subvention du budget principal. Voilà en quelques mots, mes chers collègues, la dernière décision modificative de l'année. Est-ce que vous avez des questions, monsieur le ministre? Pas vraiment une question, mais une observation globale. Les contextes économiques, sociaux, géopolitiques sont extrêmement difficiles. Vous le soulignez encore tout à l'heure. On partage avec vous ce constat. La guerre et l'inflation font leur retour dans notre monde occidental, et avec eux, le risque d'une récession qui fait son chemin, alors que nos dirigeants actuels n'ont jamais eu à connaître et diriger avec ces mots. Malgré tout, retenons les leçons du passé. Dans un contexte difficile, reporter tous les projets est-il la solution alors que les entreprises ont besoin plus que jamais d'être soutenues, notamment par les premiers investisseurs du pays, que sont les collectivités locales? L'avantage d'aller retrouver dans le passé des vidéos, des prises de parole, c'est que vous pourrez également retrouver, avec une constance absolue, nos demandes répétées de revoir votre gestion. Lors de chaque DOB, lors du vote de chaque budget et lors du vote de chaque DM, nous aurions pu et nous aurions dû entreprendre de longue date des dépenses d'investissement majeures dans un contexte où les matières premières et la ressource financière étaient bon marché. Vous avez désendetté notre commune, c'était votre projet. Toutes ces économies nous permettent aujourd'hui de payer pour les surcoûts du manque d'isolation que nous n'avons pas fait au nom de la rigueur budgétaire d'alors.
En effet, nous serions aujourd'hui, notamment grâce à ces travaux d'économie d'énergie réalisés dans nos bâtiments communaux, si le projet avait été fait dans les temps, beaucoup moins impactés par la hausse des tarifs de l'énergie par exemple. Si nous avions investi alors que l'argent coûtait moins cher, car pas d'inflation et des taux d'intérêt presque négatifs, nous ferions aujourd'hui les économies que je viens de mentionner sur l'énergie, mais également et surtout, nous aurions des infrastructures dont nous avons besoin et que nous n'avons plus les moyens de nous offrir aujourd'hui. C'est donc un échec de votre stratégie que nous subissons aujourd'hui notre situation plutôt que de la maîtriser. Gouverner, c'est prévoir, et la seule chose que nous pouvons aujourd'hui prévoir, c'est de revoir à la baisse les projets que vous aviez l'habitude de brandir dans votre programme lors des conseils municipaux du début de mandat. Bellerive méritait mieux, et il nous faut aujourd'hui payer cher pour des petits travaux, alors que nous aurions pu, hier, payer peu cher pour des grands travaux. Espérons à minima qu'au moins un de vos projets aboutira avant la fin de votre mandat. Merci. Merci Monsieur Desmoules pour cette présentation musclée. Alors, première réflexion qui me vient à l'esprit en disant oui, on aurait dû travailler sur l'isolation des bâtiments, certes. Je vous rappelle que quand on est arrivé en 2014, les belles rives d'Allier, nous étions sur un projet majeur. Et puis je vous rappelle qu'avant, en 2014, entre 2001 et 2013, je n'étais pas maire. Donc, comme vous avez tout à fait raison, gouverner, c'est prévoir, mais gouverner, c'était prévoir aussi entre 2001 et 2013. Hein, oui. Bien d'accord sur le sujet, donc c'est facile de dire à un moment, on n'a jamais rien fait pendant 10 ans, et puis à partir de 2014, il fallait isoler les bâtiments publics. Messieurs, un peu de sérieux, l'isolation des bâtiments publics, vous savez, comme moi, que dans beaucoup de communes, on ne l'a pas fait parce que l'énergie n'était pas forcément une préoccupation, et l'énergie devient une préoccupation aujourd'hui parce qu'on la paye cher. Mais nous aurons l'occasion d'aborder ces sujets au moment où nous allons parler du prochain DOB et du prochain budget 2023. Parce que là aussi, on va, vous voyez, quand on est à refaire les toitures des bâtiments publics qui ont été totalement détruits, c'est 100% des bâtiments publics qui ont été détruits aujourd'hui. Donc il va falloir les rénover, on va peut-être en profiter pour rénover les bâtiments publics. Vous dites payer cher, vous n'écoutez pas ce que je dis. Je me refuse de payer cher, messieurs. Je vous ai d'ailleurs invité à partager ma stratégie et ma philosophie, puisque j'entends votre discours, les collectivités territoriales doivent maintenir l'investissement. Mais à quel prix? En payant le double de ce que nous devons payer, et je sais de quelle façon on va chercher le double de prix à payer. Je sais comment on fait. Ça s'appelle l'impôt. J'ai vu à Paris ce que ça donnait, plus 52%. Moi, je le dis et je le répète. Je le dis et je le répète. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts jusqu'en 2026. Je m'y refuse. Parce que tout simplement, si nous augmentions les impôts, nous tuerions l'attractivité de notre territoire et notamment de notre commune. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Comme dans toutes les périodes de crise, je crois comme dans toutes les périodes de crise, comme le disent si bien les marins, il faut baisser la tête et traverser la tempête. Et attendre est une bonne stratégie. D'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, c'est la stratégie de tous les ménages. Les ménages aujourd'hui, quand ils sont confrontés à la difficulté entre payer les factures de chauffage ou faire la piscine, leur choix est fait. Peut-être que les collectivités avaient l'habitude avant de fonctionner à l'envers. Là, vous voyez, moi je ramène un peu de bon sens et je souhaite que nous fonctionnons de bon sens, puisque sur des exemples très concrets. Je vais vous prendre un exemple très concret, la rue du Golfe. La rue du Golfe, on est passé de 210 000 € à 394 000 €. Alors oui, on peut faire les travaux pour faire tourner la machine, mais j'ai préféré la stratégie que m'a proposée Nicolas, désendetter la commune avec cet argent, ce qui me semble être du bon sens. Alors encore une fois, vous pensez que ma stratégie n'est pas bonne, en tous les cas, moi je sais comment vous procéderiez pour payer le surcoût des factures. C'est la bonne méthode qu'on applique dans toutes les villes de France dirigées par vos organisations politiques, l'augmentation de la fiscalité. C'est aussi simple que ça. Monsieur Bonjean. Du coup, je ne sais même plus par quoi commencer.
En fait, dans ce que dit Guillaume, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je souscris. Dans ce que vous dites aussi, quelque part. Mais en même temps, je m'étonne toujours en fait, qu'on en soit toujours à des débats d'opposition stérile, l'un contre l'autre. Vous avez souvent parlé de politique politicienne, je trouve que c'est ce qu'on fait en ce moment. L'anticipation écologique, parce que c'est de ça qu'on parle en fait quand on parle d'énergie. Je ne voudrais pas avoir l'air de dire qu'on l'a dit depuis très longtemps, mais en fait c'est quand même ça une réalité. Et maintenant, quand les gens le disent, en réalité il est de bon ton de dire et de crier haut et fort que les écologistes sont complètement farfelus et que c'est à cause d'eux maintenant qu'on devient malheureux, hein, parce qu'ils étaient contre le nucléaire, parce que on pourrait parler de l'éolienne, enfin on pourrait parler de tout un tas de choses. Tout simplement parce que j'ai l'impression que d'un seul coup, en fait, on est le dos au mur, en fait, on est le nez dans l'obstacle, et donc il faut trouver des coupables. Alors trouvons des coupables, c'est très facile, et on va s'envoyer des anathèmes à la figure. Moi, je pense en effet qu'il aurait été de bon ton d'anticiper un certain nombre de choses. Alors c'est valable pour cette municipalité, c'est valable pour d'autres. Après, il y a des choix qui ont été faits, et surtout, on ne voulait pas voir ce qui allait arriver. Moi, je trouve quand même très étonnant aujourd'hui, et c'est pas simplement vous, c'est un discours général, sur le fait que, alors, la guerre en Ukraine, là, nous, ici à Vichy, la grêle, enfin, tout un tas de choses permet aujourd'hui de dire finalement, ouais, on n'a vraiment pas de chance. On n'a vraiment pas de chance. Hein. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est, voilà, on va faire des économies, et chacun, il va de son propre choix. Le département finance des entreprises qui sont anti-éoliennes, alors qu'on a oublié en fait que la réalité sur l'éolien, par exemple, c'est aussi de se dire qu'il aurait été de bon temps que les communautés d'agglomération puissent prendre la main sur ces dossiers-là et ne pas laisser les entreprises privées s'emparer de ces choses-là, mais seulement ça n'a pas été anticipé. Et là, c'est la même chose sur beaucoup de choses. L'anticipation n'étant pas là, il nous faut réagir au coup par coup. Et c'est vrai que moi, j'avoue, j'ai pas forcément de solution. Aujourd'hui, parce que je serais à votre place, je serais bien embêté aussi, parce qu'effectivement, que faire? Mais en même temps, repousser me semble pas forcément une bonne chose. En tous les cas, sur les investissements à faire sur la commune, vous parliez de la maison des associations, il se trouve que moi j'y travaille grâce à la ville, hein, puisque du coup vous nous mettez aussi à disposition les locaux. Mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, accueillir des associations dans cet endroit-là, c'est quand même particulier. Vous parliez des économies à faire de chauffage, moi je peux vous dire que là, tous les jours, c'est beaucoup on chauffe beaucoup la rue. Hein. Et donc combien de temps on va pouvoir tenir sur cette chose-là? Donc en effet, vous n'avez peut-être pas la solution immédiate à faire, mais peut-être qu'à un moment donné, on a un État au-dessus de nous, et il faudrait aussi que les collectivités locales, à un moment donné, disent « on ne peut plus ». Et pas seulement dans les discours à la télévision ou entre réunions entre gens bien pensants. À un moment donné, il y a peut-être des actions à penser pour dire les collectivités locales sont étranglées, elles ne peuvent plus réagir. On va continuer à se battre entre nous pendant que, effectivement, au sommet de l'État, tout le monde va s'arranger en se serrant la main. Et moi, je pense qu'en effet, on va au-devant d'un sérieux problème, aussi bien sur la population que même entre nous, en fait. Parce que je veux dire, on ne va pas continuer à se taper dessus sans arrêt pour se dire alors c'était votre faute, c'était votre faute, c'était... À un moment donné, il faut agir. Et je pense que, et on le verra sur le contournement, on le pense sur beaucoup de choses, maintenant il faut quand même se relever les manches et avoir une autre philosophie de la politique qui est quand même de se dire bon sang, mettons les outils en place pour que effectivement on ne recommence pas sans arrêt les sempiternelles erreurs. Voilà. Et c'est vrai que là, ce n'est pas des solutions que je vous apporte, c'est une réflexion qui m'habite en ce moment. Je ne sais plus, très honnêtement, et je vous le dis, je ne sais plus à quoi je sers. En tant qu'élu. C'est-à-dire, je vous écoute, mais je n'ai pas les données suffisantes que vous avez depuis un certain nombre de temps, parce que c'est pas d'aujourd'hui que vous nous dites, vous nous préparez bien gentiment à nous dire qu'on va repousser les investissements, que si, que là. J'ai lu le magazine municipal, j'ai bien compris depuis 1 an ou 2 que la maison des associations et un certain nombre de projets ne se feraient pas. Alors, vous dites c'est l'augmentation des coûts, certainement, vous avez raison, mais je pense aussi que ça fait quand même un moment que, par exemple, sur la maison des associations, on parle de cette rénovation-là et que rien n'aboutit. On a eu un avant-projet par un architecte, on ne sait pas où il est passé. Enfin, je veux dire, moi je savais depuis 1 an et demi déjà qu'on ne le ferait pas dans les temps. Et ce n'était pas la guerre en Ukraine encore. Donc, si vous voulez, franchement, je vous écoute, hein, je reçois tous les trucs. Des fois, j'ai à peine le temps de lire tellement
on est assali d'un certain nombre de dossiers dont on pense que ça a déjà été décidé depuis très longtemps. Ce que vous disiez quand vous étiez dans l'opposition à propos de la mairie précédente, hein, on n'a jamais le dossier, on n'a pas le temps de ci, on n'a pas le temps de là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'ai le sentiment qu'ici on enregistre, on écoute, on valide. Non mais je vous dis mon sentiment, aujourd'hui je vous dis mon sentiment. Après vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais moi, honnêtement, je ne comprends plus où on va. Je ne comprends plus où on va. Voilà, je le dis comme ça. Hein, et je le dis comme ça, et sans colère, sans rien. Je ne sais plus à quoi je sers concrètement. Sur le projet de la maison des associations, on a associé beaucoup. On a associé beaucoup sur le projet de la maison des associations. On a fait des discussions, on a fait choses, on a parlé. Vous avez conduit un projet, vous avez réuni. Je vais terminer. Moi j'ai donné des indications à un moment donné sur le prochain projet qui est arrivé. Elle dit qu'il déjà plus. Bon voilà. Je vais terminer. Voilà, terminez si vous voulez. Voilà. Sur le projet de la maison des associations, on pourrait reprendre de fil des réunions. Il y a pléthore de réunions qui ont été entre l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, où vous avez été associés. La maison des associations, soit effectivement, mais vous avez raison, mais soit à un moment, on se dit les choses entre nous. Pour une ville comme Bellerive, on a une maison des associations qui fait 2800 mètres carrés. C'est 2 fois la taille de la maison des associations de Clermont. Alors oui, effectivement, quand on parle de la rénovation de la maison des associations à Bellerive, c'est un bâtiment qui coûte, au bas mot, on est à 2,5 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'encore une fois, quand on engage une ville comme la nôtre dans un projet comme celui-là, on ne peut pas se permettre un dérapage. On ne peut pas se permettre un dérapage parce qu'on n'a pas les moyens. Là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on est au pied du mur sur la rénovation énergétique. Et très sincèrement, aujourd'hui, on est au pied du mur parce qu'on se dit que si on ne fait rien sur la rénovation énergétique des bâtiments publics, moi, c'était effectivement, et vous avez raison de le souligner, dans mon projet, ça s'appelait CAP 5E. Mais je me disais, on le fera au rythme du temps, tranquillement, avec le temps, avec une idée. Là, maintenant, il va falloir y aller au pas de charge. Parce que sur la maison des associations, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, la maison des associations, il n'y a aucune raison qu'elle ne se fasse pas. En tous les cas, la priorité absolue justement sur cette maison des associations, c'est de revoir l'isolation thermique dans un premier temps. L'isolation thermique, c'est la première priorité. Vous avez vu comme moi, alors on peut s'envoyer, se critiquer autant qu'on veut. Moi, en tous les cas, je ne lance pas de polémique. Je me fais attaquer, à un moment, je réponds en me disant vous êtes responsable de tout, vous n'avez pas anticipé, vous n'avez rien préparé, alors qu'il y avait d'autres gens qui étaient là bien avant. Donc, encore une fois, je veux bien qu'on m'accuse de tous les maux, mais quand même. Sur la maison des associations, vous avez vu quand même que la toiture s'est arrêtée. Tout simplement pourquoi? Parce que les tuiles qu'on avait pour la maison des associations sont parties sur l'école Marx Dormois. Là aussi, on est dans un contexte. Alors effectivement, on est un peu comme des jongleurs là en ce moment, ça je vous l'accorde, que tous nos grands projets, toutes nos belles stratégies qu'on avait définies en 2020 a été complètement retourné et bousculé. À un moment, soit on est conscient et on se dit que pas besoin d'ajouter de la critique là-dessus, il y a un contexte qui est malheureusement très compliqué et il faut faire avec. Et il faut faire avec. Je suis d'accord. Et vous avez raison sur une chose, M. Bonjean, vous savez, ma devise, c'est la devise de M. Jadot, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a coupé l'électricité, parce que là, il faut répondre à l'urgence. Il faut répondre à l'urgence. Et que moi, comme vous l'avez vu dans le magazine municipal, je me refuse à augmenter les impôts. Par exemple, je demande l'effort collectif. L'effort collectif, à un moment, c'est accepter qu'on coupe la lumière dans nos collectivités pour faire cette économie. Et je suis de ceux qui pensent, et j'espère qu'on ne refera pas machine arrière, parce que est-ce que c'est normal d'avoir des villes qui sont illuminées comme des sapins de Noël entre minuit et 5 heures du matin, dans des villes comme à Bellerive où on n'a pas grand monde qui se balade? Je pense que ça nous a permis au moins ça. C'est peut-être une belle avancée. Et en tous les cas, sur l'effort collectif, vous avez vu ce que j'ai demandé aux Bellerivois, de participer à l'effort de désherbage sur les trottoirs. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts, mais il y aura un effort à faire. Et moi, je compte sur le civisme, je compte sur le partage collectif de l'effort, et ça passera par là. Oui, j'entends, mais c'est vrai que voilà, il y a aussi plein de choses. On a parlé effectivement de l'épisode de grêle. On en parle maintenant au conseil municipal parce que c'est difficile de se retrouver à d'autres moments, mais voilà, on a des entreprises qui interviennent. Enfin, je veux dire, on avait lancé la rénovation des toitures. Vous aviez lancé la rénovation des toitures, notamment sur la maison des associations. J'ai pu le constater, hein, c'était en cours, effectivement, c'était parti, c'était tout à fait correct. Sauf que, à partir du moment où on a eu le premier incident de grêle, hein, moi je sais parce que j'étais au-dessus, hein,
C'est-à-dire que toute la partie au-dessus de notre bureau, en fait, était bâchée. Enfin, c'est-à-dire qu'ils avaient mis la bâche obligatoire noire, hein, et ils attendaient les tuiles qui allaient arriver et qu'ils allaient faire. Bon, il y a eu l'incident de grêle. Et à partir de là, le lendemain, début juin, le lendemain de cet incident-là, l'entreprise a foutu le camp. Elle a déserté le chantier. Oui, non, mais je sais, mais attendez. Elle a déserté le chantier sans sécuriser son chantier. Sans sécuriser son chantier. Et pendant un mois, elle n'a même pas bâché au-dessus pour protéger cette chose-là. Et conclusion, quand au fin juin, il y a eu le truc, et évidemment, comme la grêle avait fait des trous dans la bâche noire, évidemment. Et à un moment donné, je me dis, mais à quoi on pense en fait? Est-ce qu'on surveille les chantiers? Est-ce qu'on voilà? Je ne dis pas que c'est votre faute, absolument. Mais je dis là, partout, et que ce soit pour vous, que ce soit pour d'autres, on est dépassé et on ne suit plus les choses. Alors, pour plein de raisons différentes. Et après, d'un seul coup, on est acculé. On dit, ah là là, si j'avais su. Ouais. Et ben non. C'est pas le il faut qu'on y a qu'à, c'est pas la réponse à tout. Hein. Si vous ne voulez pas entendre, malheureusement, que des entreprises puissent avoir des difficultés, mais enfin, vous les voyez, les entreprises aujourd'hui. Non mais, Monsieur Bonjean, mais dans quel monde vous vivez? Dans quel monde vous les voyez? Pour répondre à toutes les questions et engranger Monsieur Bonjean, vous les voyez, ces entreprises aujourd'hui? Pourquoi on a extrêmement de mal à couvrir les toits? Mais parce qu'il n'y a pas de salariés aujourd'hui qui bossent dans ces entreprises. Tout le monde recherche des salariés. Tout le monde. 360 000 emplois dans ce pays qui ne sont pas pris. Ben voilà, c'est aussi la conséquence de... Alors quand vous additionnez tout ça, bout à bout, au bout du bout, et ben ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont sous des bâches. On commence à annoncer qu'il faudra 3 ans pour réparer le sinistre, pour que nous retrouvions la vie d'avant le 3 juin. Et je ne parle même pas des entreprises. Mais vous savez pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, vous savez pourquoi? On fait avec un contexte. Vous savez pourquoi? C'est parce que les entreprises anticipent sur, par exemple, la fabrication des tuiles. Elles anticipent en se disant, ben voilà, sur les années Covid, on n'a pas produit suffisamment, donc on a ralenti la fabrication de tuiles. Et quand d'un seul coup, il y a un problème comme ça, d'un seul coup, on n'est plus en capacité de produire d'un seul coup. Alors qu'en fait, si on l'avait fait à flux tendu comme on le faisait avant sur 2018 ou 2019, il n'y aurait pas eu de problème. Mais c'est parce qu'en France, et comme dans beaucoup de pays, on est... Si. Mais discutez avec des gens de la profession et vous verrez. Et c'est pareil sur toutes les entreprises, c'est-à-dire que de toute façon, il faut faire des économies partout et on ne travaille plus comme on travaillait. Et je veux dire, c'était pas forcément dire c'était mieux avant. Mais voilà, on est aussi entré dans une philosophie très clairement de rattrapage des coûts, économie d'échelle, et quand d'un seul coup il y a une problématique, on n'est plus capable de produire. Voilà. Parce qu'on travaille au coup par coup et non plus avec une vision d'avenir. Voilà. Et c'est pas vous qui êtes en cause. Hein, là, je suis en colère, juste pas après vous, mais après un système de pensée. Quand vous parlez comme ça, moi je suis chef d'entreprise. Et dans les années Covid, vous savez très bien que nous, en tant que chef d'entreprise, on ne faisait pas du stock, puisqu'on n'avait pas de rentrée de trésorerie, donc moi je ne sortais pas ma trésorerie. Donc il y a un moment, il ne faut pas dire ce que vous êtes en train de dire. C'est pas raisonnable. Encore une fois, vous voyez que, en tous les cas, aujourd'hui, on s'aperçoit que, j'allais dire, la responsabilité est multiple. Non, le contexte a fait que, avant tout ça, on était en crise Covid. Je vous rappelle qu'on était en confinement, plus personne ne travaillait, donc plus personne ne produisait. En tous les cas, beaucoup moins. Et donc, c'est ce qui fait que ça a eu des conséquences directes derrière. Mais ça ne veut pas dire que, encore une fois, M. Bonjean, vous savez, moi j'adore cette devise des Cantalous. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Le projet de l'avenue de Vichy, il avance très bien. Il avance pour le compte très très bien. On avait annoncé qu'on allait faire le projet de l'avenue de Vichy. Le projet de l'avenue de Vichy, les réseaux sont en train d'être enfouis sur l'avenue de Vichy. Ça se passe plutôt bien et dans une belle organisation, on ne perturbe pas la circulation, non seulement dans notre commune, mais sur la communauté d'agglomération. Et les autres projets qui vont aller derrière, la place de la source intermittente et la rénovation de la maison des associations, seront bien évidemment aussi portés. La maison des associations, je le dis et je le répète, avec une priorité 1, et j'accepterai qu'on puisse déraper sur les prix, parce qu'on sera sur des travaux d'isolation énergétique. Un exemple tout bête, la toiture de Monzières, mine de rien, on vient de la rénover là, 200 000 € qu'on a sorti.
200 000 euros pour payer la facture. Ben, c'est 200 000 euros qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Et vous savez très bien comme moi que les assurances ne rembourseront pas à 100%. Donc on aura un coût induit pour la collectivité. Et tout ça sur les 100% de bâtiments publics. Alors, je peux faire effectivement des emprunts, je peux augmenter les impôts pour payer tout ça. Mais ce n'est pas ma stratégie. Non, non, quand même. Les assurances, on sait qu'elles ne vont pas forcément quand même payer. Et les particuliers ont touché, je peux vous dire. Ils touchent, pas forcément l'ensemble, mais ils touchent. Enfin, je veux dire, faut pas dire que c'est pas possible. Voilà. Alors après qu'il y ait eu des arnaques, qu'il y ait eu des entreprises. Vous avez été sinistré, monsieur Bonjean. Oui, j'ai été Monsieur sinistré. Bonjean, je dis encore une fois, ce que vous dites, c'est pas raisonnable. Il y a de la vétusté. Est-ce que la vétusté, vous comptez, mettons une toiture, une toiture des années, mettons, je dirais, il y a 15 ans en arrière, la vétusté qui vous ont pris au niveau des assurances, vous savez? Ah oui, mais je sais ça. Bah alors, dites-moi qu'on a touché de Mais l'argent. on Enfin, peut pas dire que c'est vétuste quand même. mais si vous prenez un Bon, cas- enfin, oui, effectivement, mais si vous voulez, monsieur Bonjean, venez me voir, venez me voir. C'est pas vétuste. Venez, ce que je vous propose, monsieur Bonjean, si vous avez un peu de temps à perdre, si vous avez un petit peu de temps à perdre, venez me voir. Et je vous présenterai justement le coût de remboursement des assurances et le coût des travaux. Et on en reparle. Pas d'autres questions sur cette décision modificative? Donc on va voter, il faut voter le budget principal et le budget annexe. Donc, pardon, la décision modificative, pardon, sur le budget principal. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? 3. Délibération adoptée. 4. Sur le budget annexe du Château du Beau, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 3, autorisation du programme de crédit de paiement modification. Nicolas, c'est encore. C'est la suite de la délibération précédente, puisqu'on a un tableau donc, des autorisations de programme crédit de paiement pluriannuel, donc on a ajusté par rapport au montant 2022. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2 abstentions. Délibération adoptée. Question numéro 4, finances communales, autorisation d'exécution des dépenses d'investissement 2023. Comme chaque année, il faut prendre cette délibération pour autoriser le maire à engager des crédits d'investissement avant le vote du budget primitif, puisqu'on le vote au mois de mars, fin mars généralement. Et donc on peut autoriser le maire à engager un quart du budget de l'année précédente. C'est l'objet de la présente délibération, donc aussi bien pour le budget principal que pour le budget Jardin du Beau. Et donc c'est un 25% pour chaque chapitre budgétaire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, adoption du règlement budgétaire et financier. Nicolas, suivant. Oui, donc il s'agit de voter ce règlement budgétaire et financier dans le cadre de l'adoption et de la mise en œuvre dès l'année prochaine de la nouvelle réglementation et nomenclature comptable M57 à la place de la M14. Donc ce passage à la M57 impose l'adoption de ce règlement. Précisons que le passage à la M57 était obligatoire au 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales. Nous avons fait le choix d'anticiper ce calendrier d'un an, au 1er janvier 2023, en liaison avec la direction des finances publiques, tout simplement pour éviter que toutes les collectivités passent la même année en 2024 donc sur ce process. L'idée, donc c'est un document très fouillé, hein. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On met sur le papier les grandes règles budgétaires de vote, le document d'orientation budgétaire, les grands principes budgétaires que je ne vais pas développer hein, et que l'on respectait déjà. Peut-être 2 précisions. Ce règlement et cette nomenclature M57 prévoient plus de souplesse dans l'utilisation des crédits. Notamment, il y a un principe de fongibilité des crédits entre les chapitres.
hormis les dépenses de personnel qui ne peuvent pas être augmentées de cette manière. Donc ça permet plus de souplesse aux maires de modifier la répartition des crédits et donc d'éviter d'être bloqué entre deux conseils municipaux. Et puis, alors, on ne sera pas forcément obligé de l'utiliser. Les règles sur les dépenses imprévues aussi évoluent, puisqu'on devra passer par des autorisations d'engagement de programme. Mais comme nous avons maintenant cette possibilité de fongibilité des crédits, on ne sera peut-être pas obligé de recourir à ces dépenses imprévues. Merci Nicolas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 6, cadencement d'amortissement, Nicolas. Donc oui, ça me permet de compléter mon propos sur la délibération précédente. Le AM57 est une avancée en termes de qualité comptable. On se rapproche vraiment, on se rapproche des règles de la comptabilité générale. Et donc on doit voter cette délibération sur les amortissements pour que vous revotiez les durées d'amortissement qui sont annexées à la présente délibération pour justement apprécier l'usure des équipements et pour mieux les rénover. Et puis on peut appliquer la procédure du prorata temporis pour les amortissements qui est donc obligatoire en M57. Merci Nicolas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 7, l'EHPAD de Pierre Masboeuf, une garantie d'emprunt pour un beau projet qui est en train de porter notre EHPAD de Pierre Masboeuf, notamment projet de rénovation majeure du bâtiment, notamment en termes de grande dépendance. Un double objectif, c'est de mieux accueillir nos aînés en grande dépendance dans la maison Pierre Masboeuf, et le deuxième objectif aussi, c'est de pouvoir équiper l'EHPAD avec un matériel de travail de plus en plus performant pour faciliter la vie de celles et ceux qui travaillent dans les EHPAD, et je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc là, on nous propose et on va accompagner bien évidemment la maison Masboeuf. Je te laisse la parole, mon cher Nicolas. Voilà, donc il s'agit d'apporter cette garantie à l'EHPAD sur un projet de 2 200 000 €, enfin un projet d'un emprunt de 2 200 000 €. L'idée effectivement est que le département de l'Allier apporte une garantie de 50% et que la commune de Bellerive apporte la garantie pour les 50% restants, donc 1 100 000 €. C'est exact. On devrait d'ailleurs, on passera ça certainement à la délibération au conseil du mois de février-mars, céder un bout de parcelle de terrain devant l'EHPAD pour qu'il puisse faire un jardin, puisque l'unité Alzheimer va descendre au rez-de-chaussée. Ça pourra permettre aux résidents de pouvoir sortir en toute liberté de l'EHPAD et surtout en toute sécurité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 8, c'est toujours toi Nicolas. Que j'ai pas à l'écran, mais c'est une reprise d'une mini-pelle suite à l'acquisition d'un autre équipement, j'imagine. C'est ça, pour une recette de 6 000 €. Voilà, et qui sont au-dessus de la délégation du maire, donc on est obligé de passer une délibération pour autoriser cette reprise. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération sur la mini-pelle? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Question numéro 9, je vais remplacer Michel Laurent qui est en charge de présenter cette délibération. Donc par la délibération du 15 décembre 2020, nous avons mis en place le RIVZEP. Et on propose, à la suite de cette délibération, on a eu un contrôle de légalité, et notamment sur le CIA que nous souhaitions verser tous les mois. Alors je rappelle que tout ce dispositif RIVZEP a été mis en place en parfaite concertation avec l'ensemble des personnels, et notamment je pense aux représentants du personnel. Il a été, à chaque fois, toutes les étapes ont été présentées en CP. Et il se trouve que le personnel avait fait le choix du CIA versé tous les mois. Et le contrôle de légalité nous dit non, le CIA ne peut pas être versé tous les mois, il peut être versé soit en une seule fois, soit en 2 fois. Et c'est l'objet de cette délibération. Donc le CIA pour nos agents sera versé en 2 fois, en juin et en novembre.
Et nous avons aussi, concernant la maladie, un accompagnement de 15 jours au lieu de 30 jours pour nos agents qui sont malades au sein de la collectivité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. Et toujours dans la même trame, pour vous rappeler aussi que pourquoi en 2018 les contours du RIFZEP n'étaient pas très clairs, et c'est ce qui fait que nous avions intégré aussi notre police municipale dans le dispositif, et là aussi avec l'évolution du dispositif, on nous dit non, il y a un dispositif particulier spécial pour nos policiers municipaux, et c'est l'objet de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération RIFZEP pour nos policiers municipaux? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Délibération adoptée, je vous remercie. Toujours pour le personnel, conditions et modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents communaux et des élus en France à l'étranger. C'est une mise à jour là des modalités de déplacement, en sachant que, notamment quand nos agents font des déplacements sur les grandes villes, on accepte d'aller jusqu'à un remboursement qui était prévu à 110 € à 140 €. C'est vrai que si vous avez quelquefois l'occasion d'aller dans les grandes villes, notamment à Paris, trouver un hôtel à 110 € devient de plus en plus compliqué, à 140 € aussi, normalement. Mais en tous les cas, on a choisi d'aller jusqu'à cette modalité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Toujours en personnel, contribution financière au service commun. Donc le 1er septembre 2019, nous avons créé un service commun, et ça faisait partie des dispositifs de mutualisation santé au travail entre Vichy Communauté et le CH, le centre hospitalier de Vichy. Un double objectif avec ce partenariat, la prévention et la médecine du travail. Alors en prévention, on était en comité technique cette semaine et on se rend compte que la prévention, ça fonctionne plutôt bien puisqu'on a moins d'accidents et on a nettement moins d'accidents entre l'année 2021 et l'année 2022. Et en ce qui concerne la médecine du travail, on a encore quelques efforts à faire pour rien vous cacher puisque malheureusement, les médecins du travail se font très très rares. Donc aujourd'hui, on a 2 vacations d'une demi-journée de médecins du travail, en sachant qu'on a mis en place un dispositif très particulier pour les cas les plus urgents, où on fait appel à des médecins généralistes agréés qui viennent voir nos agents quand il y a vraiment un besoin urgent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Pareil, sur cette délibération numéro 13, conditions régissant les relations financières liées à l'enseignement musical, et bien là c'est depuis l'avènement de la mutualisation en 2017, le 1er janvier 2017, entre les écoles musicales de Bellerive-sur-Allier, Saint-Thior et Vichy. C'est justement sur l'accompagnement de nos professeurs qui apportent l'enseignement auprès de nos enfants. Alors je tiens à le signaler, la ville de Bellerive, il y avait un dispositif qui était prévu dans le cadre de l'agglomération, mais on abonde à plus entre 10 000 et 12 000 € pour garder la qualité d'enseignement musical que nous apportions dans nos écoles avant la mutualisation. Donc il y a un abondement supplémentaire de la collectivité de Bellerive. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Transfert de l'instruction des autorisations de publicité au service commun ADS et pub. Eh bien là aussi, on est dans la logique de la mutualisation en matière de taxes publicitaires. Ah mais c'est toi, Claude, qui dois nous la présenter. Je suis parti sur mon train. Non, vas-y. Non, juste avant de laisser la parole à Claude, pour dire que là aussi, il fallait de la cohérence. Et la cohérence via l'agglomération est parfaitement bien adaptée, puisqu'il n'y avait pas de raison qu'on paye une taxe publicitaire différente entre Vichy, QC et Bellerive. Donc, Vichy Communauté a élaboré un règlement local de publicité intercommunale sur la périphérie des 39 communes. Donc, ce document a été approuvé le 16 juin 2022 et donc, au niveau des affichages, l'affichage extérieur du préfet vers les mairies, tout ce qui s'ensuit. Donc ça a été voté et validé. La seule petite chose que je pourrais dire, c'est qu'au niveau des... de toute façon, vous avez l'avènement...
La convention. La convention, pardon. C'est presque un événement. Ouais. Donc, il y a un coût, bien sûr. Et donc, au niveau de la ville de Bellerive, on a la commune de Bellerive participe au financement du service commun au titre de l'affichage extérieur pour une contribution annuelle forfaitaire de 4 579 €. Voilà. Je ne vous cache pas que pour compléter le propos de Claude, c'est hyper confortable pour nous, puisque non seulement on applique la même règle dans l'ensemble des communes de la communauté, enfin du cœur urbain d'agglomération, pardon, mais c'est en plus les services de l'agglomération qui se chargent de faire ce travail de recherche, de collecte, d'informer aussi nos chefs d'entreprise, puisque des fois, en réduisant un peu la voilure de la publicité, et l'objectif est clair, c'est d'éviter la surpollution visuelle dans nos territoires, et bien de limiter au maximum l'impact de cette taxe pour nos professionnels. Donc il y a un travail non seulement de collecte, mais il y a aussi un travail d'unité, et enfin un travail de pédagogie pour accompagner nos professionnels. On a un agent. Juste. On a un agent quand même. Les chefs Voilà. d'entreprise, ils peuvent se trouver. Donc, on a une personne qui s'occupe d'avoir tous ces dossiers-là, et ensuite, c'est retransmis au niveau donc, du service de Vichy Communauté. Donc, on a vraiment beaucoup d'échanges entre nos villes et puis Vichy Communauté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. La question numéro 15, cette fois c'est moi, c'est justement sur le contournement nord-ouest. Vous voyez, tout à l'heure, on est bien dans notre pilier attractivité des territoires. Donc là, une délibération, c'est une demande d'avis sur le dossier soumis à l'enquête publique, hein, puisque vous savez que l'enquête publique sur le contournement est ouverte depuis le 28 novembre, et ce jusqu'au 6 janvier. Et donc, on demande l'avis du conseil municipal sur cette enquête publique, en sachant que si nous n'avions pas délibéré, eh bien, le 21 janvier, de toute façon, l'avis était favorable. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? On n'est pas véritablement sur le contournement, hein. Il y en a une autre derrière pour ça, mais là on est sur la demande d'avis sur le dossier soumis à l'enquête publique. Effectivement, nous, on va avoir Vous allez faire un mix des deux. Non, justement, on va parler de la première et puis ensuite on donnera notre avis sur la deuxième, comme on l'a déjà fait un petit peu en commission, si ça vous a été rapporté. Sur la question numéro 15, donc, qui est sur la demande d'avis sur le dossier soumis à l'enquête publique et autorisation environnementale et déclaration d'utilité publique. C'est évident que le contournement nord-ouest, c'est un sujet complexe dont il est question depuis de nombreuses années. On a pris le temps de rencontrer l'ensemble des parties prenantes du projet, d'étudier les nuisances actuelles qui sont notamment sur nos routes communales, les effets bénéfiques escomptés suite à cette réalisation et aussi les nuisances potentielles et les conséquences de ce nouvel ouvrage qui va de fait, en voulant réduire certaines choses, potentiellement créer d'autres problématiques ailleurs. Et donc on a à ce jour quand même pas mal de questions qui sont sans réponse, malgré un grand nombre, et celles et ceux qui ont lu en détail les milliers et milliers de pages du dossier, il y a quand même un certain nombre de questions qui sont sans réponse, notamment sur l'impact environnemental. Aussi, sur un aspect plus politique, sur le type de projet de développement économique qui seront permis sur cette nouvelle voie, et aussi sur la réalité effective de l'amélioration de la circulation dans l'agglomération. Pour autant, on voit aussi que ce projet il s'inscrit dans un projet global qui a été lancé de longue date, dont il faut prendre en compte bien sûr les investissements qui ont été déjà engagés, avec une forme de responsabilité aussi, mais aussi une conscience peut-être un petit peu plus forte qu'on a pu l'avoir au lancement du projet sur les questions environnementales. Et effectivement, le CNO aujourd'hui est la dernière pierre de ce projet multi-voies, ou en tout cas qui a été bien avancé jusqu'à ce jour. Et donc, pour nous, au regard de tout ça, c'est important, je pense aujourd'hui, de faire corps et de donner un avis favorable au projet, mais avec de très nombreuses réserves qui ne sont aujourd'hui pas présentées et qu'on aura l'occasion d'exposer dans quelques instants pour la délibération suivante.
Monsieur Bonjour, vous voulez intervenir sur cette délibération à vie ou sur l'autre? Oui, bon, c'est surtout sur l'autre en fait, mais voilà, donc, du coup, soit je le fais tout de suite. On va voter celle-là et puis on passera à l'autre après. On va y aller étape par étape si vous voulez bien. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention, Monsieur Bonjean. Deux abstentions, oui. Vous votez pour 2. Délibération adoptée, je vous remercie. Question numéro 16, où là, on s'engage un petit peu plus, puisque l'avis du Conseil, là, je propose que l'avis du Conseil municipal soit annexé à l'enquête publique, et c'est l'objet de cette délibération. Vous avez toute la liste des considérants. Pourquoi cette démarche? En considérant que l'étroite concertation menée par les services de l'État avec Vichy Communauté et les communes traversées, dont Bellerive-sur-Allier, ont permis d'aboutir à un projet répondant aux objectifs des communes de l'agglomération et plus globalement de l'intérêt général. Considérant l'importance majeure du contournement nord-ouest en matière d'aménagement du territoire et de développement économique de l'agglomération. Considérant les nuisances considérables auxquelles sont soumises de nombreux foyers implantés à proximité de la RD6, en raison du trafic de transit poids lourd dénué de sens au cœur de l'agglomération, pollution atmosphérique, nuisances sonores, congestion quotidienne du trafic. Considérant la qualité technique du projet et son tracé pour éviter la création de nuisances dans les zones traversées, considérant le caractère indispensable de cette nouvelle infrastructure pour desservir et permettre la réindustrialisation de la zone de Maupertuis, zone constituant un potentiel important de nouveaux emplois pour notre territoire, considérant enfin, et c'est tout l'aspect environnemental, dans le même temps, la qualité environnementale du projet et par le soin tout particulier apporté par les services de l'État, dont la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, qui porte le projet pour éviter, réduire et compenser les impacts environnementaux du projet. Je vous écoute. J'enchaîne parce que c'est la suite de l'intervention. Donc bon, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui est quand même majeur et on a déjà effectivement la 719, le contournement sud-ouest. Il faut prendre en compte l'histoire du projet, il faut prendre en compte l'approche globale, économique, de circulation, de cadre de vie, de mobilité, mais aussi les questions environnementales. Vous venez d'en parler en partie. Je voudrais revenir sur ces 3 sujets pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'associer à cette contribution. Concernant d'abord la mobilité et les nuisances de circulation. On entend bien sûr les arguments en faveur du projet pour réduire la circulation à l'intérieur de Bellerive. Et si certaines études montrent quand même que l'impact n'est pas tout à fait garanti sur la circulation à l'intérieur de la ville, on concède bien volontiers, on a eu l'occasion d'en discuter en commission, qu'il y aura très probablement un désengorgement, ce que nous souhaitons bien sûr, mais on aimerait aussi rappeler, et on a eu l'occasion de creuser le dossier auprès du commissaire enquêteur qu'on a rencontré ce matin, qu'il existe déjà une interdiction de traverser la commune pour les poids lourds hors des dessertes locales et qu'actuellement le non-respect de cette interdiction, je parle bien du territoire à l'intérieur de la commune, est une des raisons des nuisances. On en a longuement parlé en commission et d'ailleurs vous l'avez vous-même ou votre équipe concédé lors de la réunion de commission en reconnaissant que la solution proposée est plutôt une solution, donc le CNO de remplacement, qui est par ailleurs particulièrement coûteuse sur ce point-là, plutôt qu'une solution pour régler ou faire appliquer une interdiction, qui est celle de traverser la commune pour les poids lourds. Et ça aurait été intéressant d'en faire mention dans la contribution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur le développement économique du territoire, en particulier sur des espaces qui doivent être revitalisés. On peut parler de Maupertuis à Charmeil, on peut parler du Davaya à Saint-Rémy, des Ancises à Creuzier. Vous le savez, nous sommes favorables au développement économique de ces territoires. C'était aussi dans notre programme, mais ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Et aménager une voie de circulation sans poser, sans présenter au préalable des engagements forts sur le cadrage des projets qui devront être développés nous semble problématique. En particulier lorsqu'on sait et qu'on a un historique qu'un projet polluant, une usine de bioéthanol, avait été envisagé et on a aujourd'hui la responsabilité de nous assurer qu'aucune industrie polluante ne soit implantée sur ces sites. À notre sens, avant même d'en construire la route,
pour la sécurité de nos concitoyens et de nos concitoyennes, mais aussi pour garantir la quiétude de notre territoire, de conserver son attrait touristique, son label UNESCO qui nous est tous cher. Et c'est là aussi un angle mort qui n'apparaît pas dans la contribution de nous y associer. Concernant les questions environnementales, l'aire d'étude du projet est concernée par de nombreux zonages. On en a un détail très exhaustif dans les documents qui nous ont été communiqués, qui ont fait l'objet d'inventaires, ce qui s'explique par la présence d'une richesse écologique qui est reconnue depuis de nombreuses années. Je ne vous fais pas la liste, les sites Natura 2000, l'arrêté préfectoral de protection des biotopes, zone importante pour la conservation des oiseaux, espace naturel sensible, et j'en passe. Donc c'est une zone particulière qui va être traversée. L'étude naturaliste aussi a permis de définir les enjeux écologiques par taxon et d'identifier la présence d'espèces protégées sur cette zone. Donc là encore, la vigilance est de mise. Des enjeux environnementaux et technologiques forts et à risque ont été identifiés dès le lancement du projet lors des études d'impact qui sont disponibles dans la consultation, notamment, et je vous en donne quelques-uns, ne pas dégrader la qualité des eaux souterraines, ce sont là les risques majeurs. Prendre en compte la présence de zones humides dans la conception de l'opération, respecter les périmètres de protection existants, être compatible avec les documents de gestion de la ressource en eau en vigueur, ne pas dégrader la qualité de l'eau des différents cours d'eau présents, ne pas aggraver le risque d'inondation, le risque industriel, prendre en compte le risque de transport de matières dangereuses, ne pas porter atteinte aux habitats et espèces ayant conduit à la désignation des sites de protection les plus proches, ne pas porter atteinte aux habitats à enjeu, limiter l'atteinte sur les espèces floristiques et faunistiques, limiter l'artificialisation des sols ou encore préserver l'activité agricole. Il a notamment été montré que cette nouvelle infrastructure routière présente des risques forts de pollution des eaux. Pollution saisonnière, principalement, là je cite les rapports, principalement due au sel de déverglaçage, des risques accidentels résultant d'un déversement éventuel de produits dangereux lors d'un accident de circulation et des risques chroniques constitués de matières en suspension, de métaux lourds et d'hydrocarbures, c'est-à-dire ce que produisent les milliers de véhicules qui traverseront cette route. Les différents effets dommageables pressentis sur le milieu naturel pour ce type de projet en phase de travaux et d'exploitation sont notamment la destruction ou dégradation physique des habitats naturels ou habitats d'espèces, la destruction des individus, l'altération des milieux, les perturbations et encore d'autres dégradations de fonctionnalités écologiques. Si je vous donne cette liste, et qui est important de citer, c'est de dire que ce n'est pas un projet neutre et ce n'est pas un projet à zéro impact. Et c'est important pour nous que ce soit dit et que ce soit mentionné, ce qui n'est pas le cas dans la contribution que vous nous présentez. Et donc, bien sûr, comme vous le faites dans votre contribution, nous reconnaissons bien sûr que des mesures compensatoires sont prévues ou envisagées pour répondre au mieux à ces problématiques. Évidemment, on ne le nie pas. Et d'ailleurs, c'est un prérequis, un préalable indispensable aujourd'hui. Mais il y aura tout de même un impact environnemental non négligeable. Et alors, ça ne justifie pas aujourd'hui de remettre en cause le projet. Nous avons voté pour, ce qui explique donc notre avis favorable. Pour autant, des vigilances ont été émises avec force dans les études d'impact environnemental. Et nous avons la responsabilité, lorsque nous portons en tant que collectivité une contribution à cette enquête publique, de demander et de dire qu'il est important que nous nous assurions, y compris nous-mêmes, et donc de ne pas donner un blanc-seing à l'État, comme c'est le cas dans la contribution que vous présentez, que ces mesures seront prises en compte par les opérateurs, et de le rappeler avec constance dans toutes nos communications, et de s'assurer du respect des engagements qui sont pris. Mais à en lire la contribution, la question environnementale n'est traitée qu'à travers le prisme de la félicitation de l'État pour ses engagements. Aucune prudence, aucune mesure, aucun appel à la grande vigilance sur les conséquences directes et indirectes du projet, et aucun appel solennel aux contrôles les plus stricts et à la prise des mesures les plus fortes pour réduire et compenser ces nuisances. En conclusion, vous nous proposez ici une contribution qui ne met en valeur que les aspects positifs du projet, qui sont nombreux et que nous avons détaillés à l'instant, mais qui ne dressent aucunement, selon nous, un tableau complet et honnête des conséquences que ce projet aura ou pourrait avoir sur notre territoire. Vous nous rappelez en outre pas notre responsabilité en tant que collectivité de limiter ces nuisances et les impacts négatifs d'un tel projet. C'est une vision donc très politique, adoptant le seul prisme économique
Et ça n'est pas un document à la hauteur de ce que doit porter notre collectivité en tant que production du conseil municipal, qui aurait pu être une production unie et dont nous avons la responsabilité d'assurer sur ce type de projet la sécurité et la préservation de notre environnement. Et donc, compte tenu de l'ensemble des associations et des mouvements qui se sont mobilisés autour de ce projet sur notre commune depuis plusieurs années. Pardon ? J'y viens, mais on se voit une fois tous les 3 mois, on peut en profiter pour échanger. J'aurais aimé, j'arrive à la fin de mon propos, j'aurais aimé en discuter avec vous en commission, mais vous n'étiez pas présent. Compte tenu de l'ensemble des associations et mouvements qui se sont mobilisés autour de ce projet sur notre commune depuis plusieurs années, tous avec des arguments pertinents et qui doivent être exprimés, qui doivent être entendus, et que nous avons rencontrés, les associations de riverains, les associations issues du tissu économique, nos collègues élus, le commissaire enquêteur, les associations de défense de l'environnement. Compte tenu de la diversité des points de vue qui coexistent sur ce projet, la contribution à l'enquête publique que vous nous proposez de voter ce soir n'est en rien représentative de l'ensemble de ces avis, n'apporte pas de prise de recul, pourtant nécessaire, sur ce projet, sur les conséquences qu'il aura sur notre territoire et notre environnement, au-delà de notre volonté commune de porter ce projet. Nous avions alerté sur ce point en commission, vous suggérant d'ajouter les vigilances que je viens de présenter, et ce pour nous permettre de tous voter en faveur de cette contribution dans une logique de co-construction municipale et de défense de l'intérêt général. Nous en serions tous sortis grandis, mais vous n'avez pas souhaité prendre cette main tendue, modifier la contribution en y ajoutant les vigilances tout en gardant les points positifs. Et donc, si nous pensons que ce projet est un projet important de développement du territoire, son impact global ne peut pas être présenté de façon partielle et partiale. Et donc, nous avons donné un avis favorable global au projet, mais nous ne pourrons pas voter pour cette contribution. C'est ça qui est important. Vous ne voterez pas pour. Oui, et je vous explique. Je vous explique pourquoi. Donc, mais on a compris, ça mais c'est ma dernière phrase. Donc, nous avons voté. Mais tout ça pour ça, on pourrait dire ça pour beaucoup de prises de parole ce soir. L'enjeu, c'est de dire que nous avons voté pour le projet, mais nous ne voterons pas pour cette contribution en l'état. Délibération, monsieur Grèce, vous votez pour. Et je termine ma phrase. Nous ne voterons pas pour cette contribution en l'état, qui sera donc la contribution des élus de la majorité et pas la contribution des élus de Bellerive. Et nous déposerons notre propre contribution auprès du commissaire enquêteur. Je vous remercie. Très bien. Je vais répondre peut-être à M. Grèce. Alors, vous êtes sur un jeu d'équilibriste très compliqué, et ça, je comprends qu'il faut un moment, il faut enterrer le truc, hein, parce que je comprends bien qu'à un moment, c'est très compliqué pour vous de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ça, parce que je pense que vous ne devez pas même voir les mêmes personnes que moi. Hein. Vous avez un argumentaire qui doit sonner à l'oreille de certains. Vous le faites très très bien, et ça doit marcher. Par exemple, je ne suis pas sûr que les autres s'y retrouvent beaucoup là-dedans. Encore une fois, au-delà de tout ce que vous pouvez dire ou imaginer, je reviens encore une fois sur cette dernière phrase. Considérant dans le même temps la qualité environnementale du projet, de par le soin tout particulier apporté par les services de l'État, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes qui porte le projet pour éviter de réduire et compenser les impacts environnementaux du projet. Tout ça est dit en une phrase. Alors c'est sûr qu'on peut délayer, mais ça c'est dit en une phrase. Et moi, contrairement à beaucoup, je ne suis pas un catastrophisme confirmé. Je crois aux services de l'État et au travail de qualité des services de l'État. Et je crois surtout à un projet qui a une vocation majeure sur notre territoire. Parce que comme vous le disiez très bien, quelle est la cohérence d'avoir fait une arrivée autoroutière, un contournement sud, sans faire de contournement nord? Enfin, l'impact environnemental, vous oubliez aussi la pollution. Là, pour le compte, la pollution, vous n'en parlez pas. La pollution qui est générée dans la cuvette quand on descend. Il y a un taux de pollution qui est complètement extraordinaire dans notre agglomération. Enfin, sur les arguments, la traversée, on l'a entendu, celle-ci, sur faites appliquer, mais monsieur le maire, faites appliquer aux arrêtés. Deux solutions s'offrent à nous pour faire appliquer les arrêtés. Alors, soit on monte une gendarmerie dans chaque rond-point pour éviter que on met un péage, on peut mettre une barrière avec quelqu'un à longueur de journée pour éviter, c'est peut-être une solution. On a des arrêts, mais les caméras ne nous permettent pas d'interdire, monsieur Desmoules. Sur les caméras, on n'a pas encore de taser ou de pistolet. On ne peut pas interdire avec une caméra. Vous avez vu comme moi, messieurs, avec un peu plus de sérieux, que nous avions des travaux sur la route de Gannat pour refaire les tampons. Vous avez remarqué que notre police municipale, la police nationale
la police municipale et la police nationale ont fait des contrôles. Ils ont verbalisé à tour de bras. Il n'empêche qu'il y en a un qui a carrément, lui, traversé le terre-plein, on en a encore les traces sur le terre-plein. Donc ça veut dire qu'il y a un moment, cette idée un peu farfelue qui consiste à dire « mais faites appliquer vos arrêtés » n'a aucun sens. Encore une fois, je comprends l'exercice très difficile qui est le vôtre, parce qu'à un moment, vous êtes obligé de dire « oui, je suis d'accord » ou « non, je ne suis pas d'accord ». Mais à partir du moment où vous allez engager le 8 mai, le 8 mai, le 8 mai, le 8 mai, parce que vous indiquez, comme si dans cette délibération que nous proposons, il n'y avait aucune notion d'aspect environnemental, le dernier considérant est exclusivement sur l'aspect environnemental et le travail des services, justement, pour préserver et protéger. Et je rappelle que à un moment, je me souviens que le contournement a bougé dans l'écriture du contournement, où nous avions une forêt, il y avait quelques arbres, et ça avait été sous l'impulsion du maire de Vanda, je crois, et on avait déplacé pour éviter de quelques mètres, parce que ça ne gênait pas le tracé, et ça pouvait préserver une partie de la faune et de la forêt. Donc vous voyez, moi je crois au bon sens, et là pour le compte, on n'est pas dans une logique de politique, on est dans une logique de bon sens. Aujourd'hui, ce contournement, c'est un outil tout simplement indispensable à notre territoire. Monsieur Bonjour. Oui, alors, je souscris évidemment sur la partie environnementale. Moi, au risque de paraître rabat-joie, et donc écologiste au mauvais sens du terme, comme tout le monde aime bien l'entendre, je pense que c'est un projet qui date, pour plein de raisons qui ont été évoquées, mais on est en 2022. Et en 2022, les questions environnementales, d'urgence climatique, de préservation de la biodiversité, d'un certain nombre de choses, de l'utilisation de la voiture, des coûts carbone, font qu'on devrait quand même se reposer des questions sur un projet qui, même si peut-être a été bien fondé à un moment donné, aujourd'hui, l'est-il encore dans le cadre des mobilités. Donc moi, quelques remarques par rapport j'essaie d'être plus court, hein, mais quelques remarques. Les projections 2025 montrent que la circulation globale sur le territoire sera plus importante avec le contournement que sans. RD6 plus contournement sud-ouest actuel. 17 844 véhicules jour, plus poids lourd, et contournement nord-ouest plus RD6 plus CSO, projet 22 634 véhicules, soit une augmentation globale du trafic de 27%. Le développement des transports en commun ne permettrait pas d'assurer la desserte de ces différents pôles d'activité, la gare SNCF la plus proche, Saint-Germain, étant à 5 km de la zone d'études, qui est actuellement peu desservie par des lignes existantes du réseau de bus Transdev. De plus, l'offre de transport en commun routier est peu développée dans la zone d'études, ne devant pas être significativement augmentée à l'avenir. Depuis 2010, les lignes de transport en commun établies n'ont pas connu d'évolution majeure. Cette route va favoriser l'urbanisation des communes de 2e et 3e couronne au détriment des communes centres qui voient leur population décroître. Or, le PADD propose d'accentuer le développement urbain dans les 3 communes de l'agglomération, 71% des logements à construire, quelle contradiction. Une nouvelle démonstration de l'absence de politique globale de Vichico sur les mobilités que l'alternative aménagement sur place n'a pas été réellement évaluée. Ce qu'on propose de faire, ou d'essayer de faire, des rencontres et des échanges organisés avec des riverains, la Pépiniaris, les élus locaux, etc., établir notre positionnement, penser à proposer des alternatives dont l'aménagement en place à appuyer sur les contradictions, contribution à l'enquête publique et CP, ce que nous, notre groupe, nous allons faire. Et donc nous ne participerons pas évidemment à ce qui est proposé ce soir. Et donc je redis, le projet a été pensé au début du XXIe siècle et est obsolète au regard du réchauffement climatique. La voiture individuelle et le fret routier sont des moyens de mobilité du XXe siècle. Les études présentées dans l'engagement datent de 2012, avant les mises en service de l'A719, les déviations sur la N7 et le contournement sud-ouest. Est-ce qu'il y a de nouvelles études récentes sur le sujet permettant une actualisation des données sur la rentabilité de la 719, le trafic sur le CSO? Voilà. C'est un projet qui est actuellement très impactant et donc nous, au risque effectivement de ne pas justement jouer le consensus, on n'est absolument pas d'accord sur cette chose-là et on continuera à travailler pour proposer des choses. Voilà. C'est encore une fois, c'est l'importance du débat au sein d'un conseil municipal et très sincèrement, le positionnement au moins clair. Il y a un moment, moi je suis contre. Donc ça a au moins un avantage. C'est pas du oui mais, j'y vais ou j'y vais pas. Là encore une fois, je crois que si vous allez sur le terrain et que vous regardez le flot continu de camions qui passent à Champs-Roubaud et sur le RD6 et le nombre pharaonique de véhicules qui passent
sur le RD6 et sur l'avenue de Vichy. Je vous rappelle qu'une des premières priorités pour refaire cette avenue de Vichy, on s'était tous interpellés, y compris au niveau de l'agglomération, pour éviter que nous fassions des travaux avec des circulations alternées vu le nombre de véhicules. Encore une fois, moi je veux bien tout ce qu'on veut en termes d'études. Moi je regarde aujourd'hui un territoire qui se développe. Et quand un territoire se développe, je reprends sur le marché de l'immobilier, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans notre territoire est attractif et c'est tant mieux. Et il faut qu'il y ait des réseaux routiers qui soient adaptés. Ça n'est pas la seule réponse et c'est là où on peut peut-être se partager. C'est que sur le cœur urbain d'agglomération, et c'est un travail important qui est piloté au niveau de l'agglomération et par le vice-président Jean-Marc Germanin, le maire de Vanda, sur les mobilités douces. Et vous savez qu'on y est particulièrement sensible sur Berry, puisque notamment quand on a fait la réunion publique sur les travaux d'aménagement de l'avenue de Vichy, j'avais un certain nombre de riverains qui me disaient « Mais monsieur le maire, est-ce qu'il est utile d'avoir une piste cyclable alors qu'on a une piste cyclable totalement sécurisée entre le pont de Bellerive et le pont de Cora? Est-ce qu'il est judicieux d'en faire une deuxième sur l'avenue de Vichy ?» On a pu discuter de beaucoup de choses, mais en tous les cas, pas de ce sujet-là. Parce que ce sujet-là, il était inscrit dans le marbre, puisque nous devons, là aussi, développer des solutions de mobilité douce pour répondre aux interrogations et aux réflexions que vous aviez sur l'utilisation de la voiture, de la pollution liée à la voiture. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la cohérence de ce contournement, quand on a fait un contournement sud, quand on a des camions qui arrivent de contournement sud ou de l'autoroute, quand ils ont besoin de partir sur l'est du pays, ils sont obligés de passer par le cœur d'une agglomération et ça n'a absolument aucun sens. Ce qui est important de penser, c'est évidemment si on oppose les deux choses telles qu'il a été conçu au début et telles qu'on pourrait le faire aujourd'hui, il y a des choses complètement différentes. Je veux dire, là, on va travailler sur des matériaux, etc., qui aménagent 12 km en gros de voies, qui vont coûter un fric fou, alors qu'on compterait quasiment la moitié pour un réaménagement de 6 km. Avec aujourd'hui des murs anti-bruit, il y a tout un tas de choses qui sont possibles pour réaménager l'existant, qui n'existait pas au début du lancement du projet. Aujourd'hui, on pourrait le faire. Réaménager l'existant coûterait moins cher et serait moins impactant, aussi bien pour les nuisances des riverains, parce qu'en fait, on continue de raisonner comme avant, alors qu'en réalité, on peut raisonner complètement différemment. Et aujourd'hui, se poser la question d'un réaménagement de l'existant avec ce qu'il existe comme technologie coûterait moins cher. Et finalement, là, on va faire une voie qui va avancer, on va gagner en gros, c'est 19 minutes, hein, je crois, le trajet, voilà. Et alors que, à 70 km/h, alors que même à 30 km, on serait je crois qu'il y a 10 minutes d'écart, ce qui n'est pas énorme, si vous voulez, mais avec des nuisances, à 30 km/h, on ne pollue pas de la même manière, etc. etc. Donc c'est vraiment deux choix, je pense, différents, et c'est pour cette raison qu'on y a réfléchi, hein, parce qu'on n'a pas toujours été sur cette position, même au sein du groupe ELV. Mais là, aujourd'hui, très clairement, vu l'enjeu économique et environnemental qu'il y a, nous, on pense qu'effectivement, ce n'est pas le bon choix à faire aujourd'hui. Mais c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment deux choix totalement différents. Hein. Vous considérez, enfin, vous avez une vision sur une logique de contournement qui n'est pas du tout celle que l'on porte, que je porte. Mais là au moins, c'est l'avantage d'être clair. Encore une fois, vous savez très bien, et vous savez très bien, monsieur Bonjean, que quand on fait des aménagements, moi je me souviens de cette discussion à la réunion publique où les gens me disent, mais c'est pas l'avenue de Vichy comme le contournement, on ne le fait pas pour les 12 prochaines années, on le fait pour des dizaines et des dizaines d'années. Si on imagine que dans 10 ans, est-ce qu'on imagine dans 10 ans que on aura moins de véhicules, moins de voitures ou plus de voitures? Là aussi, c'est une vraie interrogation, c'est une vraie stratégie. En tous les cas, quand on est sur des territoires aujourd'hui qui sont dans des logiques de développement, où on aura plus de véhicules, où on aura plus de trafic, on ne peut pas imaginer 2 secondes, et ce serait totalement inconscient de la part des élus que nous sommes, que nous puissions imaginer laisser une situation se dégrader et être comme elle est aujourd'hui. Ou très sincèrement, au-delà de l'impact routier pour les riverains, mais c'est l'impact de pollution pour l'ensemble des habitants de notre agglomération qui sont dans une cuvette avec des émissions de CO2 qui sont considérables avec les camions.
Nicolas, tu voulais peut-être rajouter, tu vas certainement rajouter quelque chose, puisque, en tant que député, ça fait partie de tes missions aussi, l'aménagement du territoire, et notamment, je sais que tu défends les plus hautes sphères de l'État ce projet du contournement. Oui, je voudrais effectivement m'exprimer dans ce débat et puis donner quelques informations. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot « enfin ». Enfin, je dirais, ce projet de contournement arrive dans sa phase concrète pour notre communauté d'agglomération qui est la seule à ne pas bénéficier aujourd'hui d'un contournement digne de ce nom dans l'Allier. Enfin, par rapport à 20 ans d'attente, puisque c'est la date du contrat de site lors de la fermeture de Manurin, et enfin encore 6 ans après les 2 autres maillons du contournement qui ont été réalisés par le département, chère Isabelle, le contournement sud-ouest et l'autoroute en 2015 aux portes de Bellerive. Moi, ce projet, vous le savez, il me tient à cœur pour 2 raisons essentielles. La première, c'est le désenclavement de notre territoire, qui est indispensable pour notre développement économique et pour l'emploi sur notre bassin de vie, qui permettra évidemment de desservir nos zones d'activité, dont celle de Montpertuis-Manurin. Et aussi, le deuxième objectif de ce contournement, c'est bien sûr le cadre de vie, la qualité de vie de nos habitants qui aujourd'hui sont exaspérés par ce trafic de véhicules sur cette ERD6 avec ses 22 000 véhicules jour, ces 1500 poids lourds qui augmentent chaque jour. Et là aussi, on ne peut plus supporter ce trafic je dirais, à la proximité de sites emblématiques de notre agglomération, que ce soit notre Creps où on investit beaucoup, notre hippodrome, notre golf, notre centre omnisport. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, je reste convaincu de caractère indispensable à la fois pour notre développement et notre désenclavement, mais aussi pour le bien-être des habitants. Oui, il faut préserver notre nature, ça je vais en reparler. Préservons aussi notre santé publique et nos humains qui effectivement souffrent de la situation actuelle des nuisances et de la pollution. Bien sûr, il y aura des impacts, sinon on ne ferait pas d'enquête publique. Il y aura des impacts. Le choix qui a été fait, c'est de limiter les impacts sur les habitations. Bien sûr, il y a quelques personnes qui seront impactées dans leurs habitations et je les ai reçues, il faut les écouter, les respecter. Mais à un moment, il faut aussi faire primer l'intérêt général. Et par rapport aux impacts environnementaux, nous sommes dans un pays extrêmement protecteur, tant mieux de notre droit de l'environnement. Il y aura des compensations, évidemment, pour, je dirais, compenser effectivement les atteintes qui pourraient arriver par rapport à ce projet, mais sachant quand même reconnaître qu'on est dans un département dont le cadre de vie et le caractère environnemental est encore bien préservé. Encore 2 mots, l'un pour dire que certains contestent l'utilité du contournement. Moi, ça me surprend beaucoup quand même. Imaginez que notre contournement passe par Montmarault, c'est pas envisageable. Bien sûr, il y a encore du trafic qui ne devrait pas passer, mais comme l'a dit le maire, on ne peut pas effectivement mettre des contrôles à chaque instant. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre. Maintenant, avec ma nouvelle fonction, j'ai la possibilité d'alerter effectivement les autorités départementales. J'ai sensibilisé Madame la Préfète et Monsieur le Directeur de la Sécurité publique pour refaire plus de contrôles. Certains ont été faits encore la semaine dernière et je l'en remercie. Effectivement, il faut intensifier ces contrôles. Enfin, on est sur l'enquête publique, il y aura aussi l'aspect financement. Ça, c'est le rendez-vous de l'année prochaine avec le contrat de plan État-région, dont le volet mobilité sera négocié au printemps. Et là encore, je serai effectivement investi pour promouvoir et défendre ce projet, à la fois auprès du ministre et du gouvernement Clément Beaune, et puis bien sûr Laurent Wauquiez qui effectivement prendra toute sa part dans de cette infrastructure que je souhaite avoir inscrite dans le contrat de plan État-région. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi bien évidemment, Monsieur le maire, je participerai, je voterai en faveur de cette contribution qui prend en compte tous les aspects de cette infrastructure indispensable pour notre bassin de vie. Merci, cher Nicolas, de ces paroles. Là aussi, donc vous voyez, on est sur c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. En tous les cas, les habitants attendent depuis longtemps, comme tu le dis. Et donc, maintenant, on va passer au vote. Rappelez aussi que l'enquête publique est ouverte dans la salle Marca. On peut venir jusqu'au 6 janvier
s'exprimer dans le cadre de cette enquête publique, et je crois qu'on peut aussi intervenir dans le cadre de l'enquête publique via le site internet, d'un site internet qui est dédié à la préfecture sur le sujet. Est-ce qu'il y a des votes contre cette délibération? 4 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Donc cette délibération sera annexée au dossier d'enquête publique, donc avec les votes pour et les votes contre. Question numéro 17, c'est à Marie-Estelle Sepero qui va nous parler d'école de musique et de mise à disposition des institutions de Chico. Donc, au niveau de l'école de musique, on a la chance d'avoir une infrastructure sur Belle-Rive qui est très intéressante et qui, a priori, jusqu'à présent, n'avait pas été mise véritablement en adéquation avec cela aurait dû être. Donc, par rapport à ça, il y a une demande modificative qui a été formulée. Donc, l'idée, c'est juste d'entériner finalement quelque chose qui est factuel et de coller à la réalité. Donc, au niveau de la délibération, je vais vous la lire. Donc, le 11 octobre 2018 a été signé un procès-verbal entre la commune de Belle-Rive et Vichy Communauté relatif à la mise à disposition d'un bâtiment situé 27 et 29 rue de Beau-Séjour à Belle-Rive, d'un parc instrumental et de matériel relatif à la compétence construction, ménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire, exercé par la communauté d'agglomération. Au dit procès-verbal est annexé un tableau dans lequel il a été omis de mentionner le bâtiment, les travaux réalisés sur ce dernier ainsi que certains matériels. Compte tenu de ce qui précède, il est donc nécessaire de substituer à l'annexe de procès-verbal initial signé le 11 octobre 2018 un nouveau tableau qui reprend la totalité des biens mis à disposition de Vichy Communauté, sachant que les valeurs nettes comptables au 1er janvier 2017 du bâtiment, du parc instrumental et des matériels mentionnés au dit procès-verbal restent inchangés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Unité territoriale de restauration, et je vais laisser... Pardon, j'en ai raté une. Convention de mise à disposition. Ah, effectivement, oui, je suis allé trop vite. Convention de mise à disposition, délibération numéro 18, de mise à disposition des locaux de Vichy Communauté avec la ville de Belle-Rive, en ce qui concerne le pôle enfance. Françoise. C'est une convention qui avait été signée le 28 septembre 2021 pour une mise à disposition de bâtiments entre Vichy Communauté et la ville de Belle-Rive. Et depuis cette date, il y a certains taux de répartition des charges qui ont été affinés, ce qui fait qu'il y a eu une modification de cette convention, avec un taux de répartition de 70% pour Vichy Communauté et de 30% pour nous. Voilà, donc et dedans, vous avez l'ensemble des bâtiments mis à disposition, les horaires, les surfaces, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie. Question numéro 19. Sur l'unité territoriale de restauration nucléaire au groupement de commandes. Peut-être avant de te laisser la parole, je vais laisser faire une représentation rapide, puisque ce n'est pas la première fois qu'on aborde le sujet de l'unité territoriale de restauration. L'objectif annoncé, et c'est dans le pilier améliorer la qualité de vie pour tous, et là on va parler de nos enfants. L'idée était de faire en sorte que on apporte une qualité de nourriture pour nos enfants exemplaire. Et tout ça, mais ça passe par des circuits courts, notamment en matière de production. Ça passe aussi par la qualité des aliments que nos enfants vont retrouver dans leur assiette. Je vais m'appuyer sur une réflexion, et c'est un message que porte le chef Thierry Marx de plus en plus, et qui nous dit « Plus nous mangeons industriel, plus nous attaquons notre bénéfice santé. » Et donc, il y a un moment, il nous explique qu'il faut absolument que nous sortions de ces logiques de nourriture industrielle, trop industrielle, puisqu'elles ont un impact sur la santé. C'est ce que nous avons choisi de faire dans un premier temps avec les enfants de nos écoles, sur les communes de Vichy, QC, Belle-Rive, et de se dire,
On a une cantine de proximité, une unité de production de proximité qui est à Cusset. Et si nous développions cette unité de restauration pour faire en sorte qu'elle puisse nourrir l'ensemble des enfants de notre cœur urbain d'agglomération. Et puis le projet a avancé, on est allé un petit peu plus loin puisque l'unité territoriale de Cusset devra passer de 3000 à 4000 repas avec cet objectif très clair d'améliorer considérablement la qualité des repas pour nos enfants. Avant de se lancer là-dedans, pour rien vous cacher, on a fait des études, chacun dans nos communes, entre les 3 maires, et notamment dans le cadre des conseils d'école, et nous voulions, avant d'aller plus loin, avoir la perception des parents, en leur expliquant que voilà le projet qu'on vous propose, ça va avoir 2 conséquences majeures, c'est qu'il y aura plus de choix à la cantine, il y aura une entrée, un plat, un dessert, et les produits, enfin les entrées et les plats que nos enfants vont manger sont faits avec des légumes du moment notamment. Là aussi, on est dans un apprentissage de la nourriture, dans une logique d'apprentissage de la nourriture. Et comme c'est fait avec des produits de meilleure qualité, eh bien, ça va coûter plus cher. Je n'ai, moi en tous les cas, jamais entendu un seul parent me dire « vous n'y pensez pas 2 secondes, ça coûtera trop cher ». Bien évidemment que les parents que nous sommes, nous souhaitons tous aller dans cette démarche de qualité de nourriture pour nos enfants, et bien évidemment que tous les parents sont complètement partie prenante dans ce dispositif. Alors c'est vrai que ça va avoir un coût, ça va augmenter le coût du repas, bien évidemment le reste à charge pour les familles, mais là aussi, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les familles, et notamment accompagner en particulier celles et ceux qui ne peuvent pas se priver de mettre les enfants à la cantine, notamment celles et ceux qui travaillent, et je pense en particulier à celles et ceux que nous appelons les travailleurs pauvres. Donc là, on a mis en place un dispositif pour les accompagner encore plus, pour qu'il n'ait pas un effort supplémentaire. Déjà que ces familles-là ont le coût de l'essence qui impacte leur budget, on a fait en sorte que ce budget ne soit pas impacté aussi par la cantine. Ce qu'on vous propose là aujourd'hui, c'est de travailler sur un groupement de commandes, parce que une fois qu'on a Vichy Communauté a fait faire une première étude en 2021, qui a été prise en charge par notre agglomération, et maintenant eh bien, on va avancer plus précisément dans le dispositif, avec là pour le compte, on va faire un groupement de commandes pour travailler à l'élaboration d'études. Dans le dispositif, au-delà de ce groupement de commandes pour mandater un cabinet pour travailler sur cette étude, on a des acteurs de nos collectivités, notamment M. Michelin, notre nouveau directeur des services techniques, qui est un spécialiste du bâtiment et qui vient apporter ses lumières dans le COPIL, puisqu'il y a un acteur de QC, le futur directeur de l'unité territoriale, qui travaille sur ce projet dans le cadre du COPIL. Il y a M. Michelin pour la ville de Bellerive en termes de bâtiment et une personne des services techniques de la ville de Vichy qui accompagne le dispositif. Vous le voyez dans ce projet, on vous explique qu'on ira on pourrait aller au maximum sur une logique de 3000 à 4000 repas. Alors vous allez me dire, mais les enfants, pour l'instant, de nos 3 écoles ne représentent pas 3 à 4 000 repas, et vous auriez tout à fait raison. Mais là aussi, on ne fait pas une unité territoriale de restauration pour les 5 ans à venir, on fait une unité territoriale de restauration pour de très 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 nombreuses années. Il faut aussi intégrer et anticiper l'impact des arrivées de nos nouvelles familles sur notre territoire. Et puis, à l'intérieur de ce dispositif, pourraient rentrer les centres de loisirs. Et là aussi, il n'est pas exclu, même si au début ça nous paraissait compliqué, en tous les cas, avec l'éclairage du nouveau directeur de l'unité territoriale qui a été recruté pour l'unité territoriale, il n'est pas impossible de pouvoir proposer des solutions aussi à nos étudiants. Et notamment, je pense au pôle Lardy, et notamment nos étudiants nous interpellaient sur la difficulté. Effectivement, plus d'étudiants, c'est un peu plus de difficultés pour la nourriture le midi. En tous les cas, des solutions pour répondre à tout ça. Il y a un coût de travaux d'aménagement pour l'aménagement, un coût d'aménagement pour cette unité territoriale de restauration qui sera de 1 900 000 €. J'ai tout dit. On peut voter.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération sur l'unité territoriale de restauration? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, donc on est parti pour travailler sur le développement de notre unité territoriale de restauration. Question numéro 20, Françoise. Là, c'est la deuxième partie du rapport de rentrée, puisqu'on fait le rapport de rentrée en deux parties à Bellerive. Une première partie en septembre. En septembre, ça concerne le rapport de rentrée sur nos écoles. Et ce deuxième rapport de rentrée concerne le conservatoire, l'école des métiers du bâtiment, l'IME l'Aquarelle, et puis le CREPS. Donc vous avez pu lire les évolutions par rapport à l'année dernière, surtout au CREPS, où il y a eu des augmentations, des variations de plus de 105%, on va aller un petit peu de tout. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire sur ce deuxième rapport de rentrée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? On prend acte, il n'y a pas de vote sur cette présentation. Question numéro 21, tarifs municipaux. Là, vous avez la délibération sous les yeux. Hein. On vous présente l'évolution des tarifs municipaux. Je vous rassure, beaucoup ne bougent pas. Un certain nombre ont été modifiés, notamment les tarifs sur le cimetière, où là, on est obligé de réfléchir aussi à l'utilisation foncière d'un cimetière. Hein. Donc, on n'a pas bougé les prix. Mais on a réduit sur les surfaces de concession à 2 mètres carrés pour 15 ans. Vous avez ça dans le tableau qui est annexé. Et puis on a remis en place le tableau de régie publicitaire, puisque nous envisageons de remettre en place une régie publicitaire sur le magazine municipal. Là aussi, tous les moyens sont bons pour générer de la recette dynamique dans la collectivité. Et on s'est dit qu'au fond, ça s'était fait, hein, il y a quelques années. On y revient. On a considérablement revu les prix à la baisse, comme vous pouvez le voir, puisqu'on a tenu compte, bien évidemment, de l'intérêt de nos professionnels bellerivois de pouvoir communiquer sur leur activité au plus près des bellerivoises et des bellerivois. Et vous avez vu que, je crois que dans certains cas, on a tout simplement divisé les prix par 3 ou par 4. Donc on a considérablement réaménagé cette grille tarifaire. Encore une fois, l'objectif, accompagner nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans à communiquer auprès des bellerivoises et des bellerivois sur leurs prestations. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée à l'unanimité, je vous remercie. C'est la dernière. Subvention complémentaire 2022, mais ça vous êtes habitués à l'exercice, sur les axes de développement. Je vais laisser la parole à Isabelle. Donc là, c'est une subvention aux axes de développement qui est attribuée à l'Amicale des Boules pour sa participation dans le championnat de France de vétérans à Brie-Charensac. Donc comme on paye comme on donne la subvention seulement sur présentation de factures et d'actions réalisées, c'est pour ça qu'on vote cette subvention aujourd'hui de 250 € à l'Amicale des Boules bellerivoises. Je me permets de ce rappel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui suit notre conseil municipal sur Facebook, que ces axes de développement sont soumis à résultat. Hein, ce n'est pas une subvention qu'on donne sans qu'il y ait résultat. Ça veut dire que quand elle est sollicitée, quand la subvention axe de développement est sollicitée, elle répond à un certain nombre de critères, bien évidemment qu'on la valide puisqu'elle correspond à nos axes de développement, mais pour la percevoir, il faut nous apporter la preuve que ce qui a été demandé et inscrit sur le projet soit bien le projet qui est réalisé. C'est la condition sine qua non pour bénéficier de cette subvention. Il y a des associations qui, malheureusement, pour des raisons de contexte, pour des raisons de calendrier, eh bien, les choses n'ont pas pu se faire comme elles l'entendaient, et malheureusement, nous ne versons pas cette subvention dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints. C'est toute la philosophie de ces axes de développement. Encore une fois, ça n'aurait pas de sens de verser des subventions quand les objectifs ne sont pas atteints dans cette logique. Subvention, axe de développement. Et juste une précision, ces axes de développement sont demandés en général en même temps que le dossier de subvention est déposé, mais s'il y a une action qui est faite en cours d'année, la demande peut être faite en cours d'année et elle sera étudiée au même titre. Merci Isabelle pour ces précisions. Eh bien, nous avons terminé. Vous avez certainement noté que nous avions une délibération sur les taxes d'aménagement qui a été retirée du Conseil, puisque
on a validé en conseil communautaire que on ne mettrait pas en place ce On n'a dispositif. pas voté là-dessus. Oh, pardon. Donc on va peut-être la voter celle-ci quand même. C'est la dernière, on est trop pressé, on va aller boire un verre. Mais moi je suis toujours un peu surpris quand le conseil se termine 21h34. On est plutôt pas mal. C'est le journaliste qui est content parce que d'habitude les conseils ça dure quelques heures, donc il dit pour une fois je vais pouvoir rentrer tôt. En tous les cas, merci. Comment? Et vous me reprochez d'être trop long. Je vais quand même d'abord faire voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Délibération adoptée, je vous remercie à l'unanimité. Je vous attends et nous vous attendons bien évidemment nombreux et nombreux sur ce temps de fête de Noël. Malgré le contexte un peu compliqué, un peu morose, je crois que les fêtes de Noël, c'est une bonne occasion pour se vider la tête. En tous les cas, le village de Noël, et ça je m'en félicite parce que c'est vrai qu'on a mis notre agglomération pendant 3 semaines à l'heure de Noël entre nos 3 villes-centres, Cussé-Vichy et Bellerive. Et le dernier acte est à Bellerive, et bien évidemment c'est toujours le meilleur. Et je vous invite nombreux et nombreux à nous retrouver à l'occasion de ce village de Noël. Je vous souhaite bien évidemment de passer de très bonnes fêtes à tous et à tous, et puis on se retrouve l'année prochaine. Merci.